Donc je vais faire 3 exposés de ce que je vais appeler de la décroissantologie. Oui, ça va être déjà pour ce soir, pour raconter aux copains, pas facile là. Hein. La décroissantologie, ça commence bien. Donc de décroissantologie, c'est-à-dire que je ne vais pas vous parler de décroissance en disant la décroissance c'est je sais pas, faire des monnaies locales, ou la décroissance c'est couper son eau chaude, ou la décroissance c'est allumer les chandelles, ou la décroissance c'est faire du vélo. Non, moi je vais simplement réfléchir. L'hypothèse que je fais, c'est que bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est que la décroissance manque de conceptualisation et de méthode, et donc que les 3 conférences sont à rédiger des conférences sur les concepts, et pas sur les méthodes, parce que là, je ne veux quand même pas trop vous malmener. Je dirais peut-être un petit mot, peut-être tout à l'heure, comment dire, de quelques méthodes, genre l'abduction, par exemple. Tout le monde connaît sur le bout des doigts, donc j'en dirai un mot. Donc, fondamentalement, je vais parler de décroissance. C'est pour ça que je dis que je ne vais pas parler de la décroissance. Je vais parler de décroissance. Donc, je vais faire de la décroissantologie. Alors, j'ai inventé le mot il y a 15 jours, donc il me fait encore sourire. Donc, peut-être pas longtemps, mais pour le moment, il me fait encore sourire. Et donc, l'idée, c'est effectivement, donc, à la MCD, donc nous, on existe depuis presque une dizaine d'années, et depuis 10 ans, de façon totalement invisible, donc tout à fait tranquille, on a fait tout un travail de réflexion et de recherche conceptuelle, parce qu'on pense fondamentalement que les critiques de la société manquent de concepts. C'est-à-dire que ça ne manque pas de propositions concrètes, donc couper son robinet, ou allumer sa chandelle, ou aller chercher son panier à la MAP, mais il nous semble que ça manque de concepts. Donc, seulement les concepts, c'est quand même assez effrayant, c'est quand même assez compliqué, c'est conceptuel. Et donc, l'idée là, de ces 4 conférences, c'est de présenter la décroissance à l'aide de 4 images. Fondamentalement, ces 4 images ont le même but, c'est de plaider en faveur d'une conception radicalement politique de la décroissance. De la même façon qu'il y a une écologie politique, l'idée, c'est de plaider pour une décroissance radicalement politique. Juste une petite anecdote comme cela. Moi, je fais des conférences assez régulièrement sur la décroissance. Depuis que j'ai pris cet angle de présenter la décroissance sous un jour radicalement politique, alors il suffit peut-être que je le dise pour que quelqu'un après fasse l'emmerdeur, mais plus jamais personne n'a levé le doigt pendant la conférence, ni même après, pour dire « Ouais, c'était très très intéressant ce que vous dites, là, on a toujours le moment de la flatterie, mais quand même le mot décroissance, qu'est-ce qu'il est mal choisi ?» Donc, qui est une sorte de tarte à la crème qu'on entend très très souvent sur la décroissance. Alors, si vous êtes énervé, vous tournez les talons. Si vous êtes pseudo-gentil, vous dites « Ah bon, pourquoi faites l'âne ?» Et à ce moment-là, la personne dit « Quand même, ça commence par D, c'est négatif. » Et donc, c'est pas porteur, c'est pas sexy. Je ne sais pas si c'est un compliment. Donc, c'est quand même assez pénible. À quoi, si je suis vraiment bien luné, je dis, mais quand même, que ça soit négatif, c'est pas embêtant. Parce que vous voyez, par exemple, Omrap dire que antiraciste, c'est pas bien parce que ça commence par anti. Ça ferait plutôt moche. Pareil, ça marche aussi au NPA. Si vous allez au NPA, vous pouvez tenter de dire anticapitalisme quand même, c'est dommage de commencer par anti. Vous pouvez faire anti-OGM, anti-nucléaire, essayez d'aller dans ces réseaux-là pour dire quand même, c'est pas bien de commencer par un radical, un préfixe qui est négatif. Bon, ben, la décroissance, elle assume effectivement que... bon. Et donc, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a dépassé cette réticence vis-à-vis du préfixe D, on peut alors se concentrer sur véritablement ce qui fait l'intérêt du mot décroissance, c'est que la décroissance va s'opposer à la croissance. Et réellement, et c'est ce que je vais essentiellement traiter aujourd'hui, et demain et après-demain, c'est au fond, mais qu'est-ce que la croissance à laquelle on s'oppose? Quand on est décroissant, quand on prétend être décroissant, alors à quoi est-ce qu'on s'oppose? C'est quoi la croissance? Et c'est à cela, en quelque sorte, que je vais répondre en 3 séances. Donc, la question donc, que je commence par poser, c'est vraiment une interrogation sur le thème des croissances. Comme on a la chance, ici on est hébergé par donc la Fondation pour le progrès de l'homme, on est dans les bâtiments même, enfin
les locaux de la FPH. Nous sommes dans ces locaux avec d'autant plus de satisfaction que depuis maintenant 3 ans, la FPH nous finance. Elle nous donne des dons substantiels qui ont en plus, eux, alors l'insolence d'être en croissance. Donc, mais on les accepte hein, quand même, il y a quand même des limites à l'exigence de rigueur. Bon, quand ils nous disent on vous donne 10 000 de plus, on ne dit pas non, c'est de la croissance, on dit ok, très bien, on va modifier notre budget prévisionnel pour les années à venir. Donc ici, on est reçu à la FPH, par la FPH. Donc je les en remercie, même s'il n'y a personne de la FPH ici pour écouter. Voilà. Ils nous financent parce que je crois qu'ils aiment bien le travail théorique que l'on fait et conceptuel que l'on fait. C'est ce qu'ils nous disent, en tout cas, quand on rencontre... En fait, ce n'est pas nous qui les avons sollicités, c'est eux qui nous ont demandé de porter un dossier pour recevoir des sous. Oui. Alors, ils ont fait le dossier à notre place, et puis un jour, ils nous ont dit qu'ils nous donnaient de l'argent, donc on a trouvé ça bien. Du coup, on a répondu en disant ce qu'on faisait. Ils ont dit « Ah oui, c'est bien, on vous donne un peu plus ». Et du coup, on a encore répondu, on dit « Ah bon, on vous donne un peu plus ». Et puis, on a encore, l'année suivante, répondu, et ils nous donnent encore un peu plus. Bon, vraiment, on les trouve extrêmement généreux. Et en tout cas, ils nous permettent donc de financer nos réflexions. Et parmi ce financement, une partie de ce financement sert à financer un projet qui est porté par Sofiane, ici, qui est un projet de documentaire dont le titre va être « Une histoire politisée de la décroissance politique en France ». C'est-à-dire qu'on va assumer totalement le dire avec un biais extrêmement politisé. On ne va pas du tout prétendre être neutre ou objectif ou impartial. On va être totalement engagé. Et en particulier, on le fait parce qu'on a la chance de disposer, donc Thierry et moi, nous sommes dans ce mouvement-là depuis, alors toi encore plus longtemps que moi, presque 20 ans, moi depuis 2008, fin 2007, 2008, même si je compte la campagne Beauvais, en réalité, fin 2006, enfin bon, voilà, donc ça fait très longtemps. Et en fait, pendant de 2006 jusqu'à 2012-2013, toutes nos rencontres de décroissants ont été filmées par une dame qui s'appelait Maria Koleva, qui est morte maintenant, qui était très particulière puisqu'elle filmait à bout portant, c'est-à-dire elle filmait en nous mettant la caméra là. Et en plus, elle ne s'interdisait pas de parler, c'est-à-dire que si elle nous filmait en train de dire quelque chose, elle pouvait couper la parole, du genre « Mais Michel, je te dis que tu ne comprends rien, c'est une bulgare, tu ne comprends rien, comment dire au capitalisme, tu deviendras plus marxiste, tu verras. » Bon, etc. Il se trouve qu'on a la chance quand même d'avoir, je ne sais pas combien de... On a tous ces films. Donc ça permet, là c'est le formidable travail de Sofiane qui déroche, donc il regarde tout. Alors peut-être pas tout quand même, si, à peu près tout, hein, à peu près tout. Et on s'aperçoit que déjà, il y a 20 ans, la discussion portait déjà sur... Mais en fait, qu'est-ce qu'on dit quand on dit le mot décroissance? Et il y avait déjà une ambition politique. Donc l'idée, ça serait peut-être, dans ce cycle de 3 conférences, comment j'ai dit tout à l'heure l'expression? On en a marre de cette incertitude, ça serait bien de commencer à dire que on arrête. Et donc l'idée, c'est quand même de se dire, bon, on a maintenant suffisamment de maturité, depuis 20 ans de réflexion et de travail, pour arriver à dire des choses. Donc voilà, c'est ce que je vais présenter aujourd'hui. Premier point, donc ça va assez vite au départ. Donc j'ai fait alors là, pour aujourd'hui, il y en a 33. Bon, alors il suffit que je fasse ça, comme ça bouge. C'est bien. Voilà. Bon, alors la première. Donc, le premier point, c'est de dire que la décroissance est un nom commun. Alors, je prends le nom commun en faisant un petit jeu de mots, hein, c'est-à-dire c'est à la fois le nom du commun. Je pense que le commun est une valeur qui doit être vraiment défendue par la décroissance. Et puis, c'est aussi parce que ce nom commun, ce n'est pas un nom propre. Je sais que dans certains milieux décroissants, on écrit le mot décroissance avec un D majuscule. Bon, je sais pas si, moi, je n'ai jamais vu le mot socialisme ou le mot communisme écrit avec une majuscule. Donc, je ne vois pas pourquoi la décroissance devrait avoir une majuscule. Bon. Donc, c'est un nom commun et c'est le nom du commun.
c'est aussi pour dire un petit peu que ce nom commun se suffit. C'est le nom de commun et tout le monde peut se l'approprier en quelque sorte, puisque c'est un nom commun. C'est aussi, d'une certaine façon, si je voulais vraiment prendre du temps là-dessus, en fait, je pense qu'il se suffit à lui-même. Il existe toute une tradition depuis longtemps dans la constellation décroissante pour, au fond, ne pas oser penser que le mot est suffisant et qu'il a son sens en lui-même. Et donc, on va très souvent trouver, comment dire, des variantes où on va adjectiver le nom. On va l'adjectiver. Donc, on va dire qu'on défend la décroissance soutenable. On va défendre la décroissance désirable. On va défendre la décroissance conviviale. Je dis même, on va défendre la décroissance prospère. Donc, on voit, comment dire, cette idée d'adjectiver. Or, moi, peut-être que je n'ai pas bien écouté, mon professeur de CM1, M. Guiton, formidable, c'est un hommage que j'essaye de rendre le plus souvent possible à cet ancien instituteur. M. Guiton m'avait quand même appris que les adjectifs, ils servent à qualifier, mais ils ne définissent pas. Ce ne sont pas des substantifs. Donc ce n'est pas en eux qu'il va y avoir la substance, la substantifique moelle. Non, les adjectifs, ils ne sont pas substantifs. Hein. Je suis désolé de dire un peu bêtement comme cela. Et donc, je suis toujours étonné, effectivement, de ce besoin d'adjectiver. Mais on adjective quand on a besoin de montrer que dans le substantif, il y a deux variantes. Mais quand j'entends, par exemple, certains qui disent « je défends la décroissance conviviale », vous avez trouvé un petit traité de décroissance conviviale, ou sereine, je ne sais plus comment c'est. Enfin, pour ceux qui défendent la décroissance conviviale, la question c'est, est-ce que vous avez déjà entendu des gens définir ou défendre la décroissance antipathique? Jamais. On défend la décroissance prospère, mais le contraire de prospère, c'est la misère. Est-ce qu'on a déjà entendu des gens dire « ah, moi, je suis pour la décroissance misérable » ? Non. On défend la décroissance soutenable. Vous connaissez des gens, des défenseurs de la décroissance? Alors, des adversaires, oui. Dire qu'elle est misérable, qu'elle est, antipathique, qu'elle est insoutenable, ah oui, ça, il y en a. Mais pour un décroissant, elle est désirable, elle est sereine. Je veux dire, c'est du pléonasme. Donc, j'ai du mal. Et donc, ce nom commun, il me semble qu'il se suffit à lui-même, et il faut oser le porter en tant que tel, sans avoir besoin de l'adjectiver. Toute la substance, donc c'est ça, substantif, hein, toute la substance du mot se trouve dans le mot décroissance. Alors, ce nom, donc j'avance pour regarder là. Moi, ça fait assez longtemps que j'avais, écrit un livre. J'ai écrit que 2 livres, non, même pas, j'ai écrit un seul livre, je crois, dans ma vie. Réellement, moi, tout seul, je crois que j'ai écrit qu'un seul livre. Après, c'est que des livres collectifs que j'ai coordonnés ou écrits avec d'autres. Mais j'ai écrit un livre dans lequel je disais quand même que, à l'époque, c'est un livre qui a été écrit en 2012, il y avait une confusion entre décroissance et objection de croissance. Entre décroissance et objection de croissance. De la même façon qu'aujourd'hui, il y a une confusion entre décroissance et post-croissance. On a discuté cet après-midi avec des gens qui disaient qu'eux, ils ne voulaient pas employer le mot décroissance, qu'ils préféraient le mot post-croissance. Bon, et de la même façon, donc, dans les années 2000, etc., si vous lisez un livre des décroissants historiques, Paul Ariès ou Serge Latouche, vous remarquerez qu'avec une sorte de fréquence régulière, une fois ils mettent le mot décroissance, une fois ils mettent le mot objection de croissance, comme si les deux mots étaient interchangeables et qu'on peut mettre l'un et l'autre. Et moi, ça m'a toujours semblé un petit peu étonnant, parce que je vois bien ce qu'est l'objection de croissance. C'est tout simplement dire, c'était le titre du rapport Meadows, Halte à la croissance, c'était le titre d'un livre de je ne sais plus qui, bon, je ne me rappelle plus son nom, Jean Gadret, Adieu à la croissance. Ok. Bon, je comprends bien là que ces gens sont des objecteurs de croissance et qu'ils disent qu'il faut que la croissance s'arrête. Mais, j'espère que tout le monde comprend bien que arrêter la croissance, le rapport Meadows en 1972, ce n'est pas exactement la même chose que arrêter la croissance aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il s'est passé quelque chose de tout à fait important, qu'on pouvait peut-être prévoir en 1972, mais qui n'était pas le fait, qui était tout simplement le dépassement des plafonds de la soutenabilité écologique. Pour le dire vite, grosso modo, l'empreinte écologique, par exemple,
c'est pas trop calculé, mais du monde mondial, en 1970, c'est 1. C'est-à-dire que le monde tel que dans lequel on vivait en 1970 était un monde écologiquement soutenable. Suivant les... mais grosso modo, ça serait 1979-1980, où l'empreinte écologique de la planète Terre dépasse le 1. Et aujourd'hui, l'empreinte écologique de la Terre, de la planète Terre, c'est 1,9. L'empreinte écologique de la France, c'est 3. L'empreinte écologique de, je sais pas moi, les Émirats, c'est 12. Bon, voilà. L'empreinte écologique du Niger, c'est 0,2. Où tout le monde voit que l'empreinte écologique n'est pas simplement une mesure écologique, mais aussi une mesure des inégalités sociales dans le monde et de la distribution des richesses, directement. Et donc, tout le monde voit bien, j'espère, que quand l'empreinte écologique est dépassée, c'était il y a 15 jours, l'Overshoot Day, c'est-à-dire le jour du déplacement. Vous savez, le jour où on a dépassé plus que ce que nous pouvons consommer si nous voulons, équilibrer notre budget écologique. Donc, c'était donc fin avril, début mai. Hein. Fin avril. Quand l'empreinte écologique est équilibrée, soit on ne dépasse pas, soit c'est le 31 décembre. Donc, et quand on dépasse avant, le 30 juin, ça veut dire que, vous voyez, enfin, il y a plus de la moitié de l'année qui est faite à crédit sur les générations futures. Et tout le monde comprend bien que arrêter la croissance aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose qu'arrêter la croissance quand l'empreinte écologique est à 1. Quand l'empreinte écologique aujourd'hui dans le monde est à 1,9 ou 2, pourquoi ? Parce qu'un monde soutenable, je regarde Arnaud, un monde habitable, j'en dirais un petit mot, parce que c'est toi qui nous as envoyé l'autre jour le tract sur le principe habitabilité. Un monde habitable, il ne peut pas avoir une empreinte écologique de 2. Il ne peut pas avoir une empreinte écologique de 2. Et donc on voit bien que le seul monde qui est écologiquement soutenable, c'est un monde... Alors en réalité, il ne faut pas une empreinte écologique de 1, il faut une empreinte écologique de 1,2. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, ça veut dire que si l'empreinte écologique est de 1,9 ou 2, la décroissance, c'est tout simplement l'ensemble des politiques qui permettent de redescendre à une empreinte écologique soutenable. Et on voit bien que même quand André Gorz, pour la première fois en 1972, utilise le mot décroissance, je ne crois pas qu'il le dise avec la même urgence que ce que l'on peut dire aujourd'hui quand on parle de décroissance. Et du coup, ça permet assez bien de ranger les 3 termes de objection de croissance, décroissance, post-croissance. Si on prend les 3 mots en français de rejet, trajet, projet, et ce que nous rejetons, donc, c'est le monde de la croissance. Ce que nous projetons, c'est un monde post-croissance. Maintenant, pour aller de l'un à l'autre, il va bien falloir effectivement quelque chose qui va être de l'ordre de la réduction, de la production et de la consommation, et c'est proprement la décroissance. C'est donc le nom, effectivement, qui est commun à... Alors, qui dit trajectoire, qui dit trajet, ne dit pas un seul trajet, tout le monde au même pas, en avant, marche, 1, 2, je veux dire, on n'est plus des staliniens. Et donc, en fait, c'est pourquoi je préfère parler de faisceau de trajectoire. Voilà un schéma qui peut assez bien. Quand vous vivez dans le monde aujourd'hui, la première question que vous pouvez vous poser, c'est continuité ou rupture ? Est-ce qu'on veut finalement... Même les gens qui aujourd'hui disent qu'ils sont objecteurs de croissance, s'ils ne rajoutent pas qu'ils sont décroissants, alors ça veut dire qu'ils veulent continuer à vivre dans un monde qui a une empreinte écologique insoutenable. Donc ils veulent quand même continuer. Quand on parle, donc, soit on choisit la voie de la rupture, soit on choisit la voie de la continuité. Si on choisit la voie de la continuité, donc on va retrouver la croissance verte, le développement durable. Moi je dis explicitement, c'est ce que nous rejetons, et pour cela nous le faisons en tant qu'objecteurs de croissance. Si maintenant nous voulons au contraire, alors on entendait cet après-midi des camarades, on va dire, qui parlent d'écologie de rupture, donc ce qu'on va appeler de la même façon qu'on parle d'une écologie de rupture, d'une écologie politique, d'une écologie radicale, on peut parler d'une décroissance radicale, d'une décroissance politique, on peut parler d'une décroissance de rupture.
Si on veut véritablement une décroissance de rupture, alors il faut se poser la question de quelles sont les trajectoires qui vont permettre de décroître en termes de production et en termes de consommation. À ce moment-là, il y a deux, je dirais, possibilités. Soit vous croyez... Alors, donc je mets de côté soit la transition, soit l'effondrement. On sait qu'un certain nombre de personnes prétendent ou on dit qu'on les met dans le mouvement décroissant, mais c'est tout le mouvement de la collapsologie, le mouvement des effondristes, qui, eux, en quelque sorte, se dispensent de réfléchir politiquement à ce que serait une stratégie de décroissance, puisque fondamentalement, ils disposent à la place d'une stratégie de décroissance, ils disposent d'un don prophétique, qui est le don du scénario, et ils ont le scénario de l'effondrement. Une stratégie, ce n'est pas un scénario. Éventuellement, un scénario peut être la traduction temporelle d'une stratégie, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Moi, je ne sais pas si j'aurai le temps de le dire aujourd'hui ou dans les 3 jours, moi je défends la décroissance comme une stratégie sans scénario. Je pense qu'il faut arrêter de faire les prophètes et de dire ce que ça va donner. C'est pourquoi, même si on me demande très précisément ce qu'est la post-croissance, au fond, je ne sais pas très bien ce qu'est la post-croissance. D'où l'idée quand même de bien distinguer entre rejet, trajet, projet, la décroissance comme faisceau de trajectoire. Avançons. Ces trajectoires. Alors de quoi je parle quand je dis que la décroissance est un faisceau de trajectoire? Ces trajectoires existent, aucun problème, je vais vous en donner des chiffres éloquents, mais par centaines. Ces trajectoires existent, mais par rapport à la définition que j'ai donnée, donc faisceau de trajectoire, elles ne forment pas un faisceau. Elles forment au mieux, alors je prends le mot agrégat, j'espère que vous voyez que c'est de façon ironique, puisque quand on est décroissant, en général, on critique le PIB comme indicateur en disant « oui, mais c'est un agrégat et c'est pas bien ». Donc pour les décroissants, normalement, le mot agrégat, il est connoté de façon négative. Donc je fais exprès de dire que pour la plupart du temps, les trajectoires ne forment pas un faisceau, mais forment un agrégat. Et je pense que c'est un agrégat, alors je peux dire impolitique ou apolitique. J'aime bien le mot impolitique qui montre que c'est une impasse politique. C'est-à-dire qu'on peut y rentrer politiquement, mais ça va taper contre un mur. Ça va taper contre un mur. Donc, je préfère cet adjectif impolitique. Alors, pour montrer en quoi c'est un agrégat impolitique, pour cela, j'utilise deux références majeures. L'une, la première, donc c'est celle qui est pour moi à ma droite, pour vous aussi. Donc, c'est celle de l'atelier paysan. Alors, ça ne s'appelle plus l'atelier paysan puisqu'ils ont été en liquidation judiciaire le mois dernier. Ils s'appellent, je ne sais plus comment. Ils ont 2 structures. Mais toujours en affirmant explicitement être à la fois une association, vous savez, qui produit du matériel pour la traction animale, auto-fabriqué en low-tech, et puis en même temps, ils ont un volet politique extrêmement fort qui s'est concrétisé par ce formidable livre qui s'appelle « Reprendre la terre aux machines » par l'atelier paysan. Et en particulier, dans ce livre, il y a pour moi le formidable chapitre 4, de l'atelier paysan dans lequel il dresse un diagnostic de ce que depuis le socialisme utopique du XIXe siècle, on appelle les expérimentations minoritaires et que chez les décroissants, on appelle les alternatives concrètes. Vous savez donc cet ensemble, comment dire, où on va faire autrement, on va éduquer autrement, on va habiter autrement, on va faire de la monnaie autrement, on va tout un ensemble, voyager, tourisme autrement, enfin il va y avoir même faire de la politique autrement, donc le grand domaine de l'autrement. Là j'ai mis la phrase qui me semble bien synthétiser leur démarche. Je ne sais pas si vous êtes vous-même déjà dans ce genre de démarche, mais la plupart du temps, le leitmotiv politique de ce genre d'engagement ressemble pas mal à une fable du genre « Un jour ton prince viendra », puisque ça correspond genre « Un jour, ce que tu fais là, aujourd'hui, ici et maintenant, ponctuellement, deviendra, par miracle, réussira à essaimer, et se propagera partout par une sorte de stratégie un peu miraculeuse que l'on appelle la stratégie de l'essaimage. C'est-à-dire que certaines personnes, par une sorte de révélation ou de coup de foudre, prennent conscience que ça ne va pas. Donc, comme du coup ils sont très très éclairés, ils créent un groupe collectif qui va être une AMAP, etc. C'est évidemment exemplaire, c'est absolument formidable et tout le monde va les copier.
ça va tellement les copier qu'ils vont atteindre ce qu'ils appellent la masse critique. Donc vous allez retrouver ces termes dans tous les écrits. Ça va atteindre une masse critique. Puis cette masse critique, elle va devenir tellement importante qu'un jour, on va arriver à un carrefour qui, sera la grande bifurcation. Alors aujourd'hui, on ne dit plus bifurcation. Le mot à la mode aujourd'hui, c'est bascule. Bascule ou basculement, c'est très 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 à la mode. Mais on ne dit plus préfiguration. Et puis là, évidemment, ça sera la vraie victoire. Non pas du grand soir, parce que vous avez compris que ça va se faire lentement, mais de ce que les adversaires, enfin les déçus du grand soir appellent depuis maintenant une vingtaine d'années les petits matins. Il y a une maison d'édition qui s'appelle Les Petits Matins. Les petits matins. Donc on ne croit plus à la révolution du grand soir, mais on croit aux petits pas des petits matins. Bon, je ne sais pas si vous êtes déjà engagé dans ce type d'alternative. Moi, énormément pendant une dizaine d'années. Ça fait plouf. Et quand on a un peu la curiosité livresque d'aller regarder ce que sont les alternatives concrètes ou les expérimentations minoritaires, donc quand on va regarder un petit peu dans la filière du socialisme utopique, on s'aperçoit que vers les années 1830, il y a tout un mouvement déjà, d'alternatives, en Angleterre essentiellement, avec déjà Owen, qui va faire des monnaies locales, des sortes de coopératives de production, de consommation et d'habitat. Vous avez après et ça fait plouf. Vous avez après toute une seconde vague dans la deuxième moitié du 19e siècle, avec énormément de gens là, qui vont aller aux États-Unis, qui vont tenter dans la lignée des fourriéristes, de faire des expérimentations minoritaires. Vous avez peut-être en France entendu parler du phalanstère, des familistères. Enfin, ça fait partie de tous de cette tradition, et puis toute la tradition coopérative française. Le nom m'échappe à l'instant, là, de Montpellier, je ne sais plus comment il s'appelle, le nom m'échappe. Et puis, parce que, sans rentrer dans les détails, vous savez peut-être qu'à la Révolution française a voulu marquer une rupture avec l'Ancien Régime. L'Ancien Régime était un régime où l'essentiel des activités était organisé en corporation, et que donc la Révolution française se manifeste par la disparition des corporations, donc la fameuse loi Le Chapelier et Kempener, il y en a deux. Hein. J'ai dit quoi, Le Chapelier? Non? C'est la loi? Oui. Donc c'est une loi, vous savez, qui en fait interdit tous les corps intermédiaires. Donc dissout les corporations, et pour que, au fond, l'idéal républicain de la Révolution française, c'est un face-à-face direct entre l'État, qui est défini comme nation, et l'individu, qui est défini comme citoyen. Et donc c'est un face-à-face direct entre le citoyen et la nation. Il se trouve quand même que le XIXe siècle sera suivi d'une autre révolution qui est la révolution industrielle, et là soudain on va découvrir que l'individu, avant d'être citoyen, il est d'abord un travailleur. Et donc la révolution industrielle, elle va venir fracasser ce face-à-face, et c'est là où on va voir, dans tous les mouvements d'insurrection, contre le monde industriel qui est en train de s'installer, on va voir effectivement, pas simplement des révoltes contre les machines, on connaît ça, mais on va voir des interrogations sur, mais ça serait quand même bien si on pouvait s'organiser. Il va falloir attendre la deuxième moitié du XIXe siècle pour voir réapparaître syndicats, mutuelles, de coopératives de consommation, mutuelles assurantielles, et puis, vous savez, le sommet, c'est la loi de 1901, avec, l'association. Et là, on va remettre des corps intermédiaires, et le socialisme, c'est véritablement le mouvement politique, le socialisme, et surtout utopique, qui porte cette idée que dans une société, il ne faut pas qu'il y ait un face-à-face entre le particulier et l'universel, il faut qu'il y ait des intermédiaires. Et donc ça va, dans la seconde moitié du XIXe siècle, faire toute une vague d'alternatives concrètes, d'expérimentations minoritaires, mais qui, là aussi, vont faire plouf. Quand vous allez regarder les différentes tentatives aux États-Unis en particulier, ça dure 2 ans, 3 ans, ça se sépare très très vite, et puis ça disparaît. Il y aura une nouvelle vague entre deux guerres, dans les années 1930, il y a une vague. Après, il y a une vague dans les années 70, les intellos qui vont dans les usines ou qui vont faire de la brebis sur le plateau des 1000 vaches.
le Larzac. Et puis, là aussi, ça va, bon. Et puis, depuis les années, on va dire 2005-2010, on a une nouvelle vague, d'alternatives. On retrouve les monnaies locales, on retrouve, les habitats. Et donc, il y a toujours un peu cette idée, dans cette tradition du socialisme utopique, dans cette tradition des expérimentations minoritaires, qu'au fond, on est tellement bon, on est tellement exemplaire, ce qu'on fait préfigure tellement l'avenir, que de toute façon, nous serons imités, nous essaimerons, et puis nous atteindrons une masse critique, et nous renverserons ainsi, le monde. Ouais, non. De fait, ça ne marche pas. De fait, historiquement, le mouvement du socialisme utopique est autant que le mouvement du socialisme scientifique un échec politique. Un échec politique. C'était peut-être plus démocratique du côté du socialisme utopique, mais dans la réalité, ça n'a changé que très ponctuellement le monde. Et pourtant, on entend continuellement, moi j'ai beaucoup participé aux alternatives, quand on leur dit, mais vous savez, par exemple les monnaies, il y a déjà eu des tentatives au XIXe siècle, il y a déjà eu des tentatives, au début du XXe, il y a eu des tentatives dans les années 50, etc. On pourrait quand même prendre les leçons de pourquoi ça n'a pas marché. Ah non, cette fois-ci, avec nous, c'est un discours que moi j'ai continuellement entendu dans les alternatives concrètes, ah oui, mais nous c'est différent, avec nous ça va marcher. Et là, vous avez quelque chose qui vous coupe les pattes immédiatement. C'est-à-dire des gens qui pensent que l'on va repartir de zéro, et on repart toujours de zéro, comme si on ne pouvait jamais tirer des leçons des échecs des expérimentations précédentes. Moi, je ne suis pas contre que l'on fasse des expérimentations. Non seulement je ne vais quand même pas raconter qu'elles sont suffisantes, alors qu'ils racontent qu'elles sont suffisantes, mais surtout, elles échouent. Mais tirons au moins les leçons de ce qui échoue. Par exemple, aujourd'hui, les monnaies locales, qui est le sujet que je connais le mieux, aujourd'hui, en France, aucune monnaie locale ne fonctionne. Aucune. Il y en a eu presque 150 à un moment. Aucune monnaie locale. Et même tout à l'heure, on discutait avec quelqu'un qui disait, mais quand même, le SCHO. Quand je me suis amusé à lui poser des questions, il me dit, en fait, j'ai plus entendu parler de SCHO, celle du Pays Basque, depuis 3 ans. Oui, renseigne-toi. En fait, ça ne marche pas. Pourtant, ça a été un moment très, très à la mode. Je vois un ami, puisque c'est son père qui nous hébergeait dans son centre social dont il était le directeur. La mesure à Romans, c'était quelque chose qui prenait énormément, etc. Mais ça fait plouf. Et donc, je pense qu'effectivement, ce sont des trajectoires de monnaie, comme on pourrait trouver des trajectoires d'habitat, d'éducation, etc. Mais ça fait plouf. Ça fait plouf. Donc, pourquoi ? Alors, hypothèse de l'atelier paysan, la fable d'enchaînement nous menace de son apolitisme assourdissant. Moi, j'ai créé une AMAP, on ne demandait pas quel était l'engagement politique des gens de l'AMAP. On faisait un café associatif. Tu payes ton adhésion, tu bois une bière. Et donc, on fait des choses, mais c'est comme si elles n'avaient pas d'horizon. Comme si elles étaient suffisantes. Péché de suffisance, dans le sens moral. Donc, c'est comme... Alors, quand je leur reproche de ne pas être suffisantes, je valide qu'elles sont nécessaires. Je fais quand même la différence. Il est absolument nécessaire qu'il y ait ce genre d'expérimentation, mais qu'on ne nous raconte pas qu'elles sont suffisantes. Le deuxième point que je trouve, c'est en m'appuyant sur les travaux, de Timothée. Timothée a publié un article en 2022 avec 2 autres personnes, Fitzpatrick et Combe, Inès Combe et puis son prénom Fitzpatrick, ça m'échappe, qui est un article qui est très 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 intéressant, dans le journal Cleaner Production, alors je le dis en français, explorer les propositions de politique de décroissance, une cartographie systématique avec une synthèse thématique. Donc en fait, ils sont allés, faire l'inventaire de toutes les propositions qui explicitement se revendiquaient de la décroissance. Pas par hasard, mais se revendiquaient de la décroissance. Donc depuis les années 2010, je crois. Ils ont trouvé 530 propositions. Et dans l'article, il y a des annexes où toutes les propositions sont déclinées. Si un jour l'un d'entre vous veut aller à une élection et avec un programme décroissant et trouver des propositions, il suffit d'aller dans les annexes, il trouvera, mais c'est absolument impressionnant. Impressionnant. 530 propositions, 50 buts sans objectif, 300, etc. Ils les ont rangés, etc. 13 thèmes. Au bilan, les 10 objectifs les plus fréquemment mentionnés sont les suivants. Voilà les 10 propositions les plus, en avant dans cela. Réduire le temps consacré au travail, donc réduction du temps de travail.
Redistribuer les revenus, la richesse, le travail, la terre, les connaissances, les soins, les infrastructures. Donc, redistribution. Garantir la satisfaction universelle et démarchandisée des besoins humains fondamentaux. Donc, une sorte de revenu de base, quelque chose comme ça. Décentraliser la prise de décision. Donc, une exigence, une proposition démocratique. Promouvoir le logement partagé. Soutenir les systèmes d'échange non spéculatifs tels que les monnaies locales et les réseaux de crédit. Donner la priorité aux petites communautés hautement autosuffisantes. Créer une culture de la suffisance et de l'autolimitation. Relocaliser les activités. Défendre et se réapproprier les biens communs. Vous voyez, là, il y a déjà 10 propositions qui font un faisceau de trajectoire. Donc, on n'aurait pas de problème, normalement, à pouvoir dire, bah oui, la décroissance est un trajet, ce trajet est un faisceau de trajectoire. Encore une fois, il y en a plus de 500. Ça, c'est les 10 qui véritablement réapparaissent le plus souvent dans les propositions. Le seul problème, c'est que ces propositions, et là je vous ai mis dans l'article, vous savez, dans un article académique, donc il y a toujours tout un ensemble, mais on trouve à un moment à la fin de l'article ce qu'ils appellent une discussion, qui est en réalité un point de vue critique sur ce qu'ils ont fait. Et je l'ai résumé là. Voilà ce que dit Timothée. S'il y a bien une profusion de propositions, donc il y a un faisceau de trajectoires, il faut juger qu'elles sont imprécises. C'est-à-dire qu'en gros, on dit il faut changer la façon d'habiter. On n'en dit guère plus. On va exproprier, qu'est-ce qu'on fait du droit opposable au logement. Enfin, je pourrais, rien que sur la question du logement, vous faire une liste comme ça de problèmes, mais là, on se contente de dire non, mais il faut habiter autrement. Ok, très bien. On va vous dire quand même qu'il faut faire en paille, en terre-paille. Mais après, sur la question concrète de comment on va faire pour imposer tout ce qu'on... Bon, et encore, ce n'est pas dans les grottes. Donc, elles sont imprécises, elles sont allusives et mal conçues. Elles sont peu pertinentes. Ça, une idée assez bonne. Les propositions les plus impactantes, donc les plus, je dirais, celles qui sont le plus dans une décroissance de rupture, sont repoussées à la périphérie de l'agenda au profit de propositions populaires mais accessoires. Donc, en gros, du marketing, de la com. On va mettre en avant les propositions, les moins dérangeantes. Donc, les plus dans la continuité. Donc, le moins en rupture. Ça pose des problèmes. Négligente des conditions de leur faisabilité. Qui le fait comment? Le sommet, peut-être, c'est l'Institut Momentum qui fait un très beau travail sur un projet de décroissance pour l'Île-de-France en 2050, mais qui commence comme hypothèse de départ, se dire bon, eh bien, l'Île-de-France a maintenant la moitié de sa population. Et ils refont tous les calculs avec la moitié de la population de l'Île-de-France. Là, vous levez le doigt, et politiquement, c'est fait comment pour virer la moitié de la population de l'Île-de-France en 2050? Ah ben, on ne se pose pas la question. Alors, on se facilite énormément si, on se permet comme ça d'inventer des variables et que, bon, parce que la question de comment on fait pour demander à des gens de quitter un territoire, c'est une vraie question démocratique. Mais on n'en parle pas. Diverses plus par agglutination que par vue d'ensemble. Donc ça, c'est un travers de beaucoup de propositions politiques, c'est-à-dire qu'en gros, on va mettre côte à côte des propositions sans se demander si elles sont compatibles. Et surtout, le programme actuel de la décroissance est plus proche d'une liste disparate d'ingrédients que d'une recette bien organisée. Bref, c'est comme si on vous donnait un ballon sans vous dire que vous allez jouer au football et sans dire qu'il y a des règles de football. Mais il y a un arbitre quand même, et quand vous faites mal, il siffle. Voilà. Donc, nous voilà avec des trajectoires qui sont en agrégat, d'où la question que je pose, comment passer de l'état d'agrégat à l'état de faisceau? Voilà la question. Ou, puisque cet agrégat est apolitique, comment politiser la décroissance? C'est pour ça que je propose 4 images pour poser 4 questions qui pourraient porter sur cette, faisabilité, le fait de devenir faisceau, je ne sais pas comment dire. Bon. En même temps, je suis en train de m'apercevoir que quand même faisceau, c'est quand même le mot qui est de la même racine que fascisme. Je ne suis pas sûr que je vais le conserver beaucoup. Non, parce que je l'avais pris au départ, parce que on parle de bundle of rights, en droit. Vous savez, les Américains ont une conception du droit avec un faisceau. Mais effectivement, en France, c'est le mot bundles qui m'a mis mettre le mot faisceau. Mais effectivement, peut-être que pour nous, les latins, le mot faisceau, ça renvoie au faisceau italien, donc c'est pas génial. Bon, peut-être qu'il va falloir changer cette chose-là. 4 questions. Comment penser la convergence de prises de position opposées sans avoir à rejeter l'une au profit de l'autre?
Par exemple, Alter Capitae, par exemple. Vous êtes pour l'État ou contre l'État? Oui, Alter Capitae. Vous êtes étatiste ou anti-étatiste? Arthur, Alter Capitae, vous êtes plutôt anarchiste ou alors vous êtes, étatiste? Ah oui. Pourtant, l'une est complètement opposée à l'autre. OK. Donc, comment penser l'hétérogénéité des propositions? Ah oui. L'atelier paysan. Oui, alors j'en ai tout à l'heure, j'en ai 18 exemples. Donc, j'en donnerai plein. Comment penser la coordination d'initiatives aussi différentes? Quand vous lisez la littérature sur la décroissance, on vous dit toujours « Ah, la décroissance, c'est un mélange académique et de militants. Hein, c'est des militants et puis c'est des académiques. Donc, comment penser la coordination d'initiatives aussi différentes que des analyses universitaires et des propositions militantes? Bon, en sachant que la plupart du temps, il y a quand même chez les militants un tropisme anti-intellectuel, et chez les universitaires, une sorte de distance aristocratique de nous, de toute façon, ce qu'on fait, c'est neutre. Bon, donc où trouver un minimum de définition et de méthodes communes? Par rapport à l'impolitisation ou la dépolitisation, ou l'apolitisme assourdissant qu'évoquait l'atelier paysan, comment évaluer le degré de politisation de toutes ces initiatives? Et 4, quand la décroissance critique la croissance, que critique-t-elle? Seulement la croissance économique, et c'est pour ça donc, je propose 4 images, l'une pour visualiser la convergence, l'autre pour visualiser la coordination, l'autre pour visualiser la politisation, la dernière pour visualiser la critique. Et voilà les 4 images qui sont, donc, pour visualiser la convergence, un cercle avec des rayons et un noyau, pour visualiser la coordination, un arbre, de la décroissance à 3 étages, décroissance radicale, les racines, décroissance politique, le tronc, décroissance mainstream dans les branches. Ça, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Demain, je parlerai de visualiser la critique sur l'iceberg de la croissance. La croissance, ce n'est pas qu'une économie, ce n'est pas que la partie émergée de l'économie, c'est aussi la partie immergée d'un monde socioculturel et d'un imaginaire et de récits et d'habitudes, etc. Et puis tout ça, cet iceberg flotte dans un régime politique. Ça, c'est ce que je ferai demain. Et puis, jeudi, une présentation de comment visualiser la politisation de nos mouvements en faisant une analogie avec la permaculture, où la permaculture a 5 zones. Une zone qui est très très fréquentée, qui est la zone 1, une zone qui est très peu fréquentée, mais qui est la part sauvage dont on a absolument besoin, parce que c'est elle qui en réalité est le critère auquel on se réfère quand on fait le zonage. Et je propose donc le concept de permapolitique, et je dirais que nous, la MCD, en tout cas, nous travaillons en zone 5. Et on verra qu'est-ce que ça peut vouloir dire, la zone 1, la zone 2, la zone 3, etc. Donc aujourd'hui, visualiser la convergence et visualiser la coordination. Donc je commence par le premier point. Là, en fait, il n'y a pas l'heure quand c'est en entier. 54. Et donc j'ai fait une demi-heure. Un peu plus. J'étais censé commencer à quelle heure? On a commencé à 15. À 19h normalement? Ouais. Ah oui, donc ça va. À 19h je devais commencer? Ah oui, donc je suis en retard. Oui, elle est en retard. Bon, ok. Bon. Donc pour visualiser, alors j'ai enlevé tas de choses, etc. Bon. Cette idée, elle ne vient pas de moi. Je l'ai trouvée dans un livre d'un groupe. Si LFI, c'est l'extrême gauche, je dis franchement, l'Institut de démobilisation, je ne sais même plus où ils sont. Parce qu'ils sont vraiment très à gauche. Hein, d'accord. Et puis comme la politique n'est pas un cercle, ils ne rejoignent pas l'extrême droite. Hein, il n'y a que les fachos d'extrême droite qui racontent que les extrêmes se rejoignent. Donc ils sont vraiment très à gauche. Institut de démobilisation, et ils ont écrit un livre, donc thèse sur le concept de grève, dans lequel ils expriment un certain nombre de thèses sur la grève. Et donc chaque thèse exprime sur l'axe du rayon qu'elle s'est choisi une même idée centrale. Chacune avance vers le centre, mais il se peut dès lors que 2 thèses y aillent en suivant un même diamètre et y aillent donc à l'envers l'une de l'autre. Je trouve cette image extrêmement parlante parce que 2 propositions peuvent être diamétralement opposées. Donc l'étatisme, on va dire une vision étatique et une vision anarchiste. Si on veut réfléchir à la dimension institutionnelle de la décroissance, on peut y arriver par une approche anarchiste ou par une approche étatiste ou écosocialiste aujourd'hui. Elles sont diamétralement opposées, mais peut-être que tout simplement elles sont diamétralement opposées. Qu'est-ce qu'on en déduit? Tout simplement qu'elles n'appartiennent pas au même noyau.
C'est ça fondamentalement. L'idée, c'est qu'il y a un noyau et il y a des rayons. Et un grand nombre de nos discussions et de nos désaccords, alors pas forcément, tout n'est pas diamétralement opposé, hein, ça n'appartient pas tout simplement à ce que pourrait être un noyau commun de la décroissance. Autrement dit, oui, il y a de l'hétérogénéité, mais voilà le point important. Ce n'est pas parce qu'il y a l'hétérogénéité qu'il n'y a pas de commun. Tout n'est pas hétérogène dans la décroissance. Non, la décroissance peut être un nom commun. Il peut y avoir du commun dans le nom de la décroissance. Et moi, il me semble que le minimum des organisations qui participent et se revendiquent du terme de décroissance devraient partager ce noyau commun. Alors, qu'est-ce que je mets dans ce noyau? Donc au départ, j'ai une réflexion très intellectuelle, puisqu'au départ, ça me vient d'une réflexion sur les monnaies. En fait, c'est même une discussion avec Patrick Vivray, peut-être certains d'entre vous le connaissent. C'est une discussion avec Patrick Vivray qui animait le réseau Sol et qui me dit, mais en fait, nous on est le réseau Sol, vous êtes le réseau des monnaies locales complémentaires, des MLC. Pourquoi on n'est pas ensemble? Pourquoi on se différencie? Et à ce moment, je lui dis, bien sûr, on a des points de convergence, mais sur le noyau, nous avons vraiment des différences. Nous avons vraiment des différences. Ah bon, mais qu'est-ce que tu entends par noyau, etc. Donc c'est une réflexion que j'ai eue, à savoir que, est-ce qu'on va dire que nos mouvements ne sont que des sommes de différences juxtaposées les unes à côté des autres, ou est-ce qu'on peut arriver quand même à trouver un noyau commun? Donc au départ, ma réflexion, elle ne porte pas sur la décroissance, elle porte sur, quel que soit le mouvement dans lequel vous êtes engagé, que ce soit celui des monnaies locales, celui de l'habitat coopératif, etc., quand vous êtes dans un mouvement, est-ce que vous êtes capable de voir quel est votre noyau commun et sur quoi vous allez vous dire, là on est ensemble pour cette raison, et puis sur les autres points, ça fait discussion, ça fait débat, voire ça fait variante. L'idée fondamentale, c'est que moi je veux bien qu'il y ait des variantes de la décroissance, mais je ne crois pas qu'il puisse y avoir que des variantes. Il ne peut pas y avoir de variation s'il n'y a pas un invariant. On ne peut pas être, je vais le dire de façon philosophique, on ne peut pas être héraclitéen. Tout ne peut pas être que mouvement. Tout ne peut pas être que mouvement. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que dès que vous défendez l'idée d'un noyau, là je le dis uniquement pour ceux qui se rappellent leur cours de philosophie, comme vous n'êtes pas héraclitéen, on vous accuse d'être parménidien. Vous savez, c'était une vieille distinction chez les présocratiques. Parménide disait tout est un, et donc tout est immobile, le mouvement n'existe pas. Ouais, bon. Quand on traduit par le mouvement politique, il y en a un seul, et donc il n'y a pas de mouvement, enfin tout est immobile. Bon. Et puis Parménide, c'était, vous savez, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, tout est contradiction, polémos, c'est notre père à tous, tout est, etc. Comme si on avait le choix contre l'hétérogénéité absolue ou le monolithisme. Donc, soit l'auberge espagnole, soit le stalinisme. Non, c'est peut-être un peu... Bon. Et dès que vous présentez vous-même l'idée d'un noyau, tout de suite, on vous traite de dogmatique, monolithique, que tu veux nous imposer quelque chose. Non, je veux juste dire que je dois faire la différence entre ce qui est l'invariant de la décroissance et ce qui est de l'ordre des variations, ou des déclinaisons, comme on l'a mis dans notre livre, de la décroissance. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des variantes, ce n'est pas parce qu'il y a des approches différentes, des investissements différents, qu'il n'y a pas un noyau commun. Et donc cette réflexion, elle vaut sur la décroissance, moi je l'ai faite sur les monnaies locales, je me suis aperçu que si on veut véritablement trouver ce qu'il y a dans le commun, on doit être capable de répondre à 4 questions. De quoi on parle? Pourquoi on le défend? Vers quoi on va? Et comment on y va? De façon un peu plus compliquée, l'idée que pour répondre à la question « qu'est-ce que c'est ?» je veux une définition. Quand je demande « mais pourquoi tu défends ça? Pourquoi tu défends la décroissance ?» j'ai besoin d'avoir un fondement. Quand je me demande « vers quoi je vais ?» j'ai besoin d'avoir un objectif. Et quand je dis comment, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui me met en mouvement, un mobile de crime. Et je n'ai pas simplement besoin d'un motif, je n'ai pas simplement besoin d'être motivé, j'ai besoin d'être mobilisé. C'est complètement différent, la motivation et la mobilisation. Donc j'ai besoin d'un mobile. Mieux que ça, cette définition, ce fondement, cet objectif et ce mobile, ils doivent avoir des qualités. La définition, elle doit être claire, elle doit être, comme un Christian disait, elle doit être, comment il disait, clivante, et identifiante et clivante. Oui, il n'avait pas tort, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir proposer une définition extrêmement claire de la décroissance, extrêmement claire de la décroissance. Et pas, moi j'ai entendu par exemple des décroissants dire, chacun sa définition de la décroissance.
je serai je serai dans le monde en face, en train d'adorer la croissance, donc d'adorer le monde de l'individualisme, j'adorerais que les décroissants en face me disent « Oh, je prétends défendre une critique radicale de la croissance parce que à chaque individu sa croissance. » Mais c'est le régal pour les individualistes, cette conception-là. On ne peut pas. Donc il nous faut une définition qui soit claire et qui ne soit pas brouillardeuse, embrouillée et brouillonne. Définition claire. Le fondement juste. Là, c'est un peu plus compliqué. Je ne sais pas si vous avez déjà discuté dans votre vie. Je dis bien discuter. Je ne dis pas converser, je ne dis pas bavarder, mais est-ce que vous avez déjà, dans votre vie, eu véritablement ce qu'on va appeler une discussion? Pas un débat. Pas un débat. Il va y avoir une élection présidentielle, il va y avoir des débats. Vous savez que le seul critère dans ce cas-là, c'est qu'on va simplement mesurer que quantitativement, tout le monde a parlé autant l'un que l'autre. Mais ce n'est pas ça, une discussion. Un débat, son seul critère, il est quantitatif. On mesure le temps de parole. Une discussion, c'est une suite d'arguments qui permettent de faire changer d'avis celui qui ne pense pas comme vous. Pour le dire autrement, là en ce moment on n'est pas en train de débattre, mais on discute ensemble. Ça peut aller jusque-là, mais on ne débat pas. Mais je vais donner une suite d'arguments, et dans votre tête, en fait, une discussion, c'est une discussion, c'est une réflexion à plusieurs, une réflexion, c'est une discussion avec soi-même, c'est les choses, hein, réfléchir et discuter. Mais normalement, là, moi, je parle, nous discutons ensemble, mais normalement, dans votre tête, là, il doit y avoir des rouages. Moi, je n'aurais pas dit ça, je l'aurais dit différemment. Ah bah oui, ça, etc. Donc, ça s'appelle réfléchir. C'est ça, ce que l'on appelle une discussion. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà une discussion et si vous êtes déjà allé au bout d'une discussion. On va rarement au bout d'une discussion. On va très rarement au bout d'une discussion. Parce que quand on discute, ça se passe comment? Quelqu'un défend une thèse. Donc il prend une position. Qu'est-ce que c'est une thèse? C'est une opinion plus un argument. Plus un argument. Mais quand on ne discute pas de l'opinion. Tout le monde est libre de ses opinions. Quand vous discutez d'une thèse, vous discutez non pas de l'opinion, mais vous discutez de l'argument qui vient justifier l'opinion. Et en gros, la question, c'est est-ce que ton argument est valable? Ou est-ce que ton argument est valide? Et donc, en fait, vous lui posez des questions, non pas sur « Oh, tu n'as pas le droit d'avoir cette opinion », c'est « Ton argument pour justifier ton opinion n'est pas bon ». Si la discussion s'approfondit, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? La personne va vous donner un argument, et vous-même, parce que vous allez discuter, vous allez contre-argumenter. Donc, vous allez sortir un contre-argument. Et ce contre-argument, la personne elle-même va contre-argumenter. Autrement dit, dans une discussion, qu'est-ce qui va se passer? On va discuter de l'argument, 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 de l'argument. Ça s'arrête quand? Bon, quiconque a fait un petit peu de mathématiques, c'est qu'à un moment, on va arriver à un argument indiscutable. Qu'on ne va plus discuter. Là, à ce moment-là, on va dire « Oh ben non, ça… » Bon, à ce moment-là, ça veut dire que la discussion est allée au fond des choses. Et si elle est au fond des choses, à ce moment-là, vous dites « Non, là, à ce moment-là, vous avez trouvé quelque chose qui est, je dirais, le point de départ de votre réflexion. » Donc un principe. Dans principe, on entend l'idée que c'est premier. Le prince, hein, c'est premier. À ce moment-là, vous avez un principe. Vous avez un principe. Et donc, je pense qu'une discussion, un fondement est juste quand il est allé au plus profond de la discussion et qu'il dit, là, sur ce point-là, je ne donne pas d'argument, c'est comme ça, et puis c'est tout. Et là, vous avez trouvé à ce moment-là un principe qui structure votre conviction politique. C'est pas évident, il faut prendre du temps. L'objectif, bon là c'est plus facile à comprendre, on souhaite un objectif désirable. En fait, c'était une discussion avec un copain, Baptiste, et s'apercevoir qu'en fait, toutes les propositions justes ne sont pas désirables et toutes les propositions désirables ne sont pas forcément justes. Nous pouvons avoir des propositions qui sont justes et qui ne sont pas désirables, et nous pouvons avoir des propositions… Ce n'est pas exactement la même chose. Arrêtons de croire que… ne prenons pas de désirs pour des réalités, en quelque sorte. Ne prenons pas nos désirs pour des bontés. Donc, sachons distinguer. Et puis le dernier point, mais là, j'ai mis un terme qui devrait me faire dire beaucoup d'autres choses, parce que jusqu'à maintenant, je mettais le mot « acceptable ». Donc, le mobile, c'est acceptable. Pour le dire vite, c'est-à-dire que nous ne devons pas simplement faire une proposition
parmi les 500 propositions qu'évoquait Timothée tout à l'heure, nous ne devons pas faire simplement des propositions, même si on a vu qu'elles n'étaient pas toutes faisables. Mais la plupart du temps, nous faisons un effort sur leur faisabilité et nous faisons un effort sur leur désirabilité. La plupart du temps, quand nous défendons telle proposition de trajectoire décroissante, nous les trouvons désirables. La question est, ok, toi tu les trouves désirables. Ok, toi tu sais qu'elles sont faisables. Mais ceux qui ne pensent pas comme toi, ceux qui ne les trouvent pas désirables, c'est là où la question devient politique. Parce que quand on ne pose pas la question de l'acceptable et qu'on ne pose que la question du faisable et du désirable, on reste dans l'entre-soi. On est entre nous, là, entre gens qui faisons partie d'une élite, qui réfléchissons mieux que les autres et qui avons tout mieux compris que les autres. Hein, d'accord. Ah oui, c'est pas si évident que ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Ça, c'est la question politique. Ça, c'est la question politique. Alors, je fais une distinction en réalité entre acceptable et tolérable. Parce que, je fais une distinction en général parce que la tolérance, c'est pas la même chose que, ce que l'on tolère, c'est pas la même chose que ce que l'on accepte. En fait, on tolère ce qu'on n'accepte pas. C'est-à-dire, si ce que vous appelez tolérance, c'est ce que vous acceptez, vous n'êtes pas tolérant. Vous acceptez, en anglais, accepter, c'est to agree, c'est ceux avec qui vous êtes d'accord. Donc, l'acceptable, c'est juste être avec ceux avec quoi on est d'accord. En réalité, la politique, elle va commencer quand le désaccord va être là, quand le conflit, la conflictualité va être là. Et donc, la tolérance, ça consiste en réalité... Tolérer, c'est tolérer l'inacceptable. Moi, par exemple, je tolère le mariage homosexuel. Alors, en général, j'ai déjà fait, hein, peut-être Rémi s'en rappelle. Oui, parce que je suis opposé au mariage. Oui, je sais bien, oui, c'est une plaisanterie, hein, c'est un joke. Mais en fait, oui, en soi, je préférais qu'il n'y ait pas cette idée qui s'appelle le contrat de mariage. Donc je suis opposé au mariage. Mais je tolère le mariage. Alors après, je m'amuse à dire homosexuel, il faut toujours, quand on montre la lune, il faut toujours le faire avec le doigt pour que l'imbécile ait quelque chose à voir. Parce que sinon, voilà. C'est une variante d'une phrase de Confucius. Hein, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Donc ne jamais oublier, quand on parle des imbéciles, de le faire avec le doigt pour qu'il ait quelque chose à regarder. Parce que sinon, il ne sait pas où mettre le doigt. Donc le mariage homosexuel, encore une fois, ce n'est pas parce qu'il est homosexuel que je le tolère, c'est parce qu'il est le mariage, hein, d'accord? Je le dis quand même bien lourdement. Mais voilà. De la même façon que les catholiques, quand ils font un édit de tolérance, au XVIIe siècle, ils ne sont pas d'accord avec les... Et c'est en discutant avec Arthur, tu as raison aussi, c'est toi qui m'as dit, mais bien sûr que nous devons nous poser cette question de la tolérabilité, puisque nous, aujourd'hui, nous tolérons bien leur monde de merde. Nous ne l'acceptons pas, leur monde, mais nous le tolérons. Donc, le jour où nous présentons nos propositions décroissantes et qu'on dit, vous pourriez quand même faire un effort de les tolérer. Ah, mais on ne les accepte pas. Ben attends, moi, aujourd'hui, je n'accepte pas ton monde. Pourtant, je le tolère, je vis dedans. Donc, au fond, aujourd'hui, dans le monde de merde que nous rejetons aujourd'hui, c'est bien la preuve que l'on peut tolérer ce qu'on n'accepte pas. Il suffit juste d'inverser, et ben vous tolérez le monde, post-croissance, quand nous aurons fait le trajet de décroissance. La question est après, très concrètement, cela en réalité, ça vaut pour toutes les alternatives que vous faites. Vous êtes dans un projet de monnaie, vous êtes dans un projet d'habitat, vous êtes dans un projet d'éducation différente, vous êtes dans un projet d'AMAP culturel. Faites le travail de est-ce que je suis capable d'une définition claire de ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis capable de trouver un fondement juste? Est-ce que je suis capable de trouver un objectif désirable? Est-ce que je suis capable de trouver un mobile tolérable? Est-ce que je suis capable de ça? Et à ce moment-là, vous avez le noyau. Alors, si je pose maintenant la question de quel est le noyau de la décroissance comme faisceau de trajectoire? Donc là, nous, à la décroissance, donc là, je vais aller assez vite, puisque au fond, moi, je suis plus là pour faire de la décroissantologie que véritablement la décroissance. La définition, comme je l'ai donnée tout à l'heure, la décroissance, c'est le faisceau de trajectoire pour passer d'un monde que l'on rejette à un monde que l'on projette, pour passer donc de la croissance à la post-croissance. Donc là, on a quelque chose de... Bon, à ce moment-là, j'espère que vous voyez tous que la décroissance, on souhaite qu'elle arrive le plus tôt possible, qu'elle soit le plus courte possible. On ne tient pas particulièrement à ce qu'elle soit lente. Quand Timothée dit que la décroissance peut être comparée à un régime d'amaigrissement, j'espère que personne ne peut se dire qu'une cure d'amaigrissement fait un projet de vie. Et personne ne souhaite, quand il fait une cure d'amaigrissement, que ça dure toute la vie. Donc moi, je ne tiens absolument pas à ce que la décroissance comme trajet et faisceau de trajectoire dure très longtemps. Il vaut mieux que ça soit le plus... plus ça sera tôt,
plus ça sera restreint dans le temps, et plus ça sera tolérable. Il me semble. Plus on attend, bon, plus, à mon avis, les problèmes s'accroissent. Donc, faisceau de trajectoire. Pourquoi? Donc, là, c'est vraiment quelque chose qui résulte de nos discussions et de nos pratiques depuis des années. On s'est aperçu que si je vais chercher au bout de la discussion ce que j'ai appelé un principe, on a l'idée de la limitation. On a l'idée que alors, quand je dis la limitation, vous pourriez vous dire, ah ben oui, ça on connaît bien, une croissance infinie dans un monde limité est impossible. Pas du tout. C'est pas du tout ça ce que l'on veut dire. Ce que l'on veut dire, c'est que nous, les décroissants, nous aimons les limites. Nous aimons les limites. Nous n'avons aucun regret sur le fait que le monde ne soit, ne soit pas illimité. Nous trouvons très très bien le monde limité. Je vais le redire. Vers quoi? Je mets le mot vie sociale, comme vous le voyez, je l'écris avec un Y, ça vient des Américains qui défendent la notion de life et ils l'écrivent déjà avec un Y. Ils entendent par là un concept tellement étendu de la vie que ça intègre aussi bien la vie animale, la vie végétale que la vie humaine. En fait, l'idée, c'est qu'on va trouver de la vie sociale dès qu'il y a de la vie. Pour eux, toute vie est une vie sociale. Donc, vous avez par exemple en France un sociologue qui s'appelle Bernard Lahire, qui a sorti des livres là-dessus très, très, très intéressants, pour montrer qu'effectivement, les interdépendances, pour le dire un peu schématiquement, caractérisent tout simplement la vie. La vie. Et cela, donc l'objectif, c'est, notre principe de responsabilité à nous, la protection et l'entretien et la conservation de la vie sociale. Mais encore une fois, la vie sociale, ce n'est pas la vie humaine, hein. C'est véritablement le fait que nous vivons ensemble, qu'on partage des choses, qu'il y ait du commun, etc. Et puis, le dernier point, mais comme je vais les reprendre tous un par un rapidement, je reviendrai sur économie politique de la dépense. Là, c'est l'influence que nous avons de quelqu'un qui est un intellectuel français du milieu du XXe siècle qui s'appelle Georges Bataille, qui a écrit des livres sur la notion de dépense. Et nous reprenons cet héritage au travers d'un compagnon de la décroissance qui est un sociologue italien qui exerce aujourd'hui à l'Université de Rome, qui s'appelle Onofrio Romano, et nous reprenons une grande partie de ses analyses. Je vais en dire quelques mots. Je reviens juste rapidement sur la définition claire, le faisceau de trajectoire. Donc, je l'ai déjà dit, la différence entre objections de croissance et post-croissance. Je pense que ça, c'est vraiment très, très, très important. La différence aussi entre décroissance et récession. C'est-à-dire, je crois qu'on embrouille les choses quand on dit « Ah, mais non, la décroissance, ce n'est pas une récession ». Là, j'avoue que si on veut créer du brouillard conceptuel, il faut absolument dire qu'il ne faut pas… alors que je suis désolé, la décroissance est une récession. La récession, c'est un terme économique qui a une définition économique et qui signifie la baisse du PIB 2 trimestres consécutifs. 2 trimestres consécutifs. Et donc, j'espère qu'aucun d'entre vous ne croit que nous allons décroître en moins de 2 trimestres consécutifs. D'accord? Donc, nous aurons plusieurs trimestres consécutifs. Donc, nous serons en récession. Alors après, il y a 2 formes de récession. Il y a la récession subie et la récession choisie. La récession subie, c'est ce que les économistes mainstream appellent la dépression. C'est une dépression. Quand ça dure plus de 2 trimestres, c'est une dépression. Mot extrêmement bien choisi parce qu'on comprend qu'effectivement, ça les déprime et que ça les rend dépressifs. Mais c'est une dépression. Mais quant à nous, si un jour on m'annonce une récession choisie sur 20 trimestres, hurrah, c'est la décroissance. C'est la décroissance. La décroissance, c'est ce trajet où nous allons réduire les productions et les consommations. Donc, il ne faut pas tourner autour du pot. Et quand vous entendez, même Timothée, que j'aime beaucoup, dire « bah non, le point très important, c'est surtout ne pas confondre décroissance et récession ». Timothée, tu n'es pas sérieux conceptuellement. Tu n'es pas sérieux, tu crées du brouillard. Tu crées du brouillard. On aurait pu dire aussi des mots, et c'était une discussion cet après-midi avec des gens, on discutait avec un groupe politique cet après-midi, qui disait « oui, mais la décroissance, c'est l'anticapitalisme ». Non, la décroissance, ce n'est pas exactement la même chose. Bien sûr, nous sommes anticapitalistes. Bien sûr, nous sommes anticapitalistes. Mais pour le résumer, je donne deux arguments rapidement. Le premier, vous n'entendez jamais quelqu'un à la télévision
dire « Ah, telle réforme des retraites, c'est bon pour le capitalisme ». Vous avez déjà entendu les gens dire « c'est bon pour le capitalisme » ? Vous avez déjà entendu tous ces gens au pouvoir nous dire « c'est bon ». Non, ils vous disent « c'est bon pour la croissance ». Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien que les gens aiment la croissance. Tout le monde n'aime pas le capitalisme, mais tout le monde aime la croissance. La croissance, en réalité, on voit bien. Et d'une formule un peu plus compliquée, certains savent que quelqu'un qui s'appelle Max Weber a écrit un livre qui s'appelle L'esprit du capitalisme et quoi ? Bon, personne ne le connaît. Et l'éthique protestante, j'avais un trou, merci. L'esprit du capitalisme et l'éthique protestante. Eh bien, ce que l'on va dire, et ça, mais c'est plutôt demain que je parlerai des imaginaires et de la partie, immergée. Mais l'imaginaire de la croissance, ça n'a rien à voir avec l'esprit du capitalisme. L'esprit du capitalisme, qui est au fond donc, cette éthique protestante, pour le dire très rapidement, même si aujourd'hui on n'est plus dans le capitalisme de l'éthique protestante, on est dans un capitalisme de consommation, voire un capitalisme fictif, je suis prêt à faire des subtilités, il n'empêche qu'aujourd'hui, personne ne défend en tant que tel le capitalisme. Si, dans l'entre-soi entrepreneurial, j'imagine au MEDEF, ils doivent trouver ça très bien, mais sinon à la télévision, quand on vous fait une réforme, encore une fois. Alors qu'on peut vous dire c'est bon pour la croissance. Vous avez même des décroissants. Vous avez même des décroissants qui vont vous dire qu'eux, ils sont pour la croissance de l'amour, pour la croissance du bonheur, pour la croissance des liens, pour la croissance de la solidarité. C'est-à-dire que la croissance exerce à ce point-là une emprise que même ce qui est de l'ordre du qualitatif, que de ce qui est de l'ordre de la qualité de la vie, devient quantifié. Je t'aime moins que... non, plus... Je t'aime plus qu'hier et moins que demain. Non mais même ça, l'amour, arrive à être colonisé. Bon, si vous avez la curiosité d'aller lire un livre des religions ou de la spiritualité, vous rencontrerez énormément de spiritualité dans l'histoire de l'humanité. Vous ne trouverez qu'un moment où une culture a défendu l'idée de la croissance et c'est la modernité occidentale, la modernité blanche. Il n'y a que nous qui défendons ça. Dans toutes les autres cultures, le bonheur est défini comme un état constant et stable, durable. Nous, on dirait soutenable. Pourtant, vous avez des gens qui disent « Ah non, il faut que le bonheur croisse, il faut que les liens croissent, il faut que la convivialité croisse. » Ce qui est de l'ordre de la qualité devient quantifiable. C'est là, je pense, où on peut mesurer l'emprise de la croissance. Deuxième, bon voilà, c'était sur ne confondons pas l'anticapitalisme et la décroissance. Je crois que l'ambition politique de la décroissance est beaucoup plus large que le paradigme de la décroissance est beaucoup plus large que la critique anticapitaliste, beaucoup plus large. Bon, sur les limites, là je pense que bon, je vais aller vite quand même. Enfin, c'est pas vrai, je parle vite mais je suis lent. Je pense que là aussi, il y aurait des tas de notions à faire. Quand on parle de limite, de quoi est-ce que l'on parle ? Est-ce qu'une limite, c'est une frontière ? Est-ce qu'une frontière, c'est un seuil ? Est-ce qu'une frontière, c'est une borne ? Une limite, elle peut être franchissable ou infranchissable. Une limite, elle peut être franchissable ou infranchissable. Alors ça, c'est dans la vraie vie, parce qu'en mathématiques, une asymptote, donc je peux même me rapprocher infiniment de mon asymptote horizontale, je peux croître infiniment sans jamais couper mon asymptote. Donc il peut y avoir une croissance infinie dans un monde fini. Dans un monde borné, il peut y avoir une asymptote infinie. Enfin bon, allez. Donc c'est pas la même chose. Mais dans le monde réel, une limite peut être franchissable ou infranchissable. Quand elle est, franchissable, elle peut être réversible ou irréversible. C'est la différence entre une frontière, par exemple, normalement, bon, sauf pour Etaillot, mais elle doit se franchir dans un sens. Et, bon, on voit bien qu'il y a des difficultés avec lui, avec la notion de frontière. Bon, mais normalement, je la fais dans un sens, je refais dans l'autre sens, je fais dans l'autre sens, etc. La notion de seuil, par exemple, chez Illich, vous savez, c'est le seuil, c'est passer un certain cran, alors on ne peut plus revenir en arrière. C'est un cran. C'est pas la même chose qu'une frontière. C'est pas la même chose qu'une limite. C'est pas la même chose qu'une borne. Une borne, elle peut se déplacer. Les Allemands font des différences là-dessus. Il y a deux mots. On peut déplacer une borne. Bon, on peut réfléchir, par exemple, est-ce que le mot frontière est le bon mot pour parler des frontières planétaires ? Est-ce que c'est le bon mot ?
Et puis, il y a donc des limites franchissables ou infranchissables, il y a des limites franchissables, réversibles ou irréversibles. Après, il y a des limites franchissables, réversibles. Après, là, il y a deux cas. Dans les réversibles, quand on revient au point de départ, il y avait une frontière, je la franchis, je peux revenir en arrière, bon. Est-ce que je retrouve la situation de départ? Il y a 100 lapins. Un champ peut supporter 100 lapins. On fait monter le champ à 104 lapins. Qu'est-ce qu'on fait? On bouffe les 4 lapins et on est redescendu à 100 lapins. Je pense que vous avez bouffé les 4 lapins. C'est pas bien de bouffer les 4 lapins. Nous, on ne mange plus de lapins. Mais ils ne sentaient pas bon. Mais fondamentalement, le champ avait 100 lapins, il en supporte 104, il avait une capacité de charge de 100 lapins, il peut supporter pendant un temps, le temps que je bouffe les 4 lapins, d'accord? Le champ pouvait supporter 100 lapins. Il a 300 lapins. Je bouffe 200 lapins. Est-ce que mon champ se retrouve dans les conditions de départ? Non. J'ai là une frontière, enfin une limite franchissable, réversible, mais quand je reviens, les conditions de possibilité de l'habitabilité se sont effondrées. Je fais exprès de dire le mot effondrement parce que l'exemple des lapins se trouve dans quand même ce livre comment il s'appelle, de Servigne sur petit traité de collapsologie. Bon, les lapins, vous avez compris que les lapins, c'est nous, hein, et le champ, c'est la planète. Et quand je dis 300 lapins, c'est parce qu'aujourd'hui, on a une empreinte écologique de 2,3, de 2,9,3. C'est nous. Tout le monde comprend bien que même si nous décroissons et que nous revenons à une empreinte écologique soutenable, les conditions, nous aurons détérioré les conditions même de continuité de la vie. Donc là, sur la notion de limite, on ne peut pas comme cela dire une limite, patati, une limite, etc. Éloge des limites, parce que fondamentalement, là je reprends un livre de Yorgos Kallis, qui est un des décroissants grecs qui enseigne à Barcelone, qui a écrit un livre dans lequel il dit grosso modo, le problème, ce n'est pas que la nature soit limitée, c'est que nos désirs soient illimités. Donc là, il retrouve la bonne vieille sagesse stoïcienne, qu'il vaut mieux changer l'ordre de ses désirs que l'ordre du monde. Et cette idée qu'effectivement, si par exemple vos désirs, et uniquement vous voyagez à pied, est-ce que vous pensez que vous avez un problème avec les problèmes du détroit d'Ormuz et le pic de pétrole ou des choses comme ça? Non. Vous voyez bien que les frontières n'existent que par rapport à vos désirs que vous prétendez être des besoins. Et donc, il y a un livre effectivement de Yorgos Kallis qui montre que la plupart de ce qu'on appelle les frontières planétaires, et là c'est plutôt bien choisi, sont uniquement des indicateurs de nos manières de vivre. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est vraiment intéressant. Le troisième point, c'est un point auquel nous tenons beaucoup à la Maison commune de la décroissance, c'est l'idée que, est-ce qu'il n'y a que nous, les décroissants, qui parlons de la limite? Est-ce que seule la décroissance est une philosophie de la limite? Pas du tout. Le libéralisme est aussi une philosophie de la limite, puisque le libéralisme est précisément une philosophie du franchissement ou de l'affranchissement de la limite. Puisqu'au fond, qu'est-ce que c'est pour un libéral? C'est franchir la limite, c'est repousser la limite. Alors, ils n'aiment pas beaucoup ça, parce qu'ils aiment bien dire quand même que ma liberté s'arrête là où commence celle du voisin. En l'occurrence, c'est plutôt la liberté du voisin s'arrête là où commence ma liberté. Et on voit bien que le modèle de tout ça, c'est mon champ. Le champ du voisin s'arrête là où commence mon champ. On voit bien que la conception libérale de la liberté, c'est la conception, du propriétaire d'un champ. Donc, eux, leur conception de la liberté, et ils s'appellent les libéraux, donc c'est au cœur même de leur philosophie, c'est une philosophie des limites. Mais c'est une philosophie d'une seule limite. Eux, quand ils pensent la limite, ils la pensent comme une seule limite et comme une contrainte dont il faut s'affranchir, dont il faut se libérer, dont il faut s'émanciper, dont il faut se délivrer. C'est le livre d'Aurélien Berland, Terre et liberté, la conception libérale de la liberté comme, effectivement, délivrance des conditions matérielles de vie. Nous, à la Maison commune de la décroissance, et nous défendons cette idée que tout décroissant défend cela, nous disons qu'il faut écarter les limites. Alors, écarter, ça ne veut pas dire les mettre à l'écart, ça veut dire que là où il y a une seule limite, il faut l'écarter et faire deux limites, une limite haute, une limite basse, un plancher et un plafond.
un plancher et un plafond. C'est une idée qui nous vient des Amis de la Terre, qu'ils appellent l'espace écologique, et qui est un concept très général qui peut être utilisé pour énormément de choses. Par exemple, sous un certain plancher de revenus, vous êtes dans la misère. Au-dessus ou au-delà d'un certain plafond de revenus ou de patrimoine, vous êtes dans la richesse. Entre les deux, vous êtes dans ce que Majid Ranema appelle la pauvreté. Et c'est ce qui fait que les décroissants défendent, certains, ce qu'ils appellent la pauvreté volontaire. La pauvreté, on n'est ni sous le plancher de la misère, ni au-dessus du plafond de la richesse. Si vous prenez les riches, vous savez tous que les riches, leur idéal, c'est de faire sécession. Est-ce que les ultra-riches aujourd'hui, vous savez tous que leur vie, elle est hors du commun, au sens propre. Elle est hors du commun. Ils voyagent à une vitesse, ils consomment, ils détruisent, ils ont des yachts, etc. Ils sont hors du commun. Si je prends, alors là les chiffres, combien d'êtres humains sont dans la misère? Alors, pas la pauvreté, la misère. On va... Alors, 1 milliard, il y en a... Après, il y avait 1 milliard. Il n'empêche qu'il y a au moins 1 milliard d'êtres humains qui vivent aussi hors du commun. Il y a 2 formes d'exclusion. Il y a l'exclusion choisie et l'exclusion subie. Les riches, quand ils font sécession, ils font exclusion choisie. Ils vivent dans leur gated communities. Les misérables, ou les miséreux, leur exclusion, elle est subie. Mais les deux vivent hors du commun. Tout le monde peut facilement comprendre que si au-dessus du plafond c'est hors du commun, en dessous du plancher c'est hors du commun, où se trouve le commun que nous défendons? Entre le plancher et le plafond. Et c'est donc l'idée que si nous voulons retrouver une vie en commun, nous devons systématiquement penser en termes de plancher et de plafond. Ça vaut pour tout. Ça vaut pour la quantité d'eau, ça vaut pour la quantité de mètres carrés dans laquelle on doit vivre. Ça vaut même à Guantanamo, on sait tous qu'il y avait 2 façons de torturer. Ça existe toujours. Donc il y a 2 façons de torturer à Guantanamo. Je ne sais pas pourquoi j'en parle au passé. Il y a 2 façons de torturer. Soit y passer du Motorhead. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est Motorhead. Non Motorhead, c'est un bassiste, enfin il est mort maintenant, paix à son âme, mais c'est du métal hurlant, très très hurlant. Il passait ça à fond, soit le silence absolu. En dessous d'un certain plancher, c'est de la torture. Au-delà d'un certain plafond, c'est de la torture. Et en fait, il ne peut y avoir du commun que dans ce qu'on appelait du temps de l'Antiquité grecque le juste milieu. Hein. Ce qu'on appelait le juste milieu. J'avance. Vers quoi? Donc la vie sociale, je vous l'ai dit tout à l'heure rapidement. Donc, nous, on fait une distinction entre vie en société et vie sociale, c'est-à-dire que les deux sont des conceptions du vivre ensemble, mais dans la vie en société, il y a l'idée que l'existence des individus précède l'existence sociale. Au fond, dans la vie en société, le mythe qui organise ça, c'est le mythe de Robinson. En fait, chaque individu est un Robinson qui peut vivre séparés les uns des autres. Maintenant, il peut rentrer en contact avec les autres, il va passer un contrat. On est dans la vision libérale du contrat, hein, du win-win. Et donc, dans la vie sociale, on est plus ce qu'on appelle techniquement holiste. On pense qu'à votre naissance, la vie sociale existe déjà. Quand vous naissez, il y a déjà une langue, il y a déjà une technique, il y a déjà des traditions, il y a déjà tout un ensemble qui précisément constitue la vie sociale. Donc cette distinction, elle nous semble très très importante. Vie du vivant, vie avec un Y, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est extension du concept de vie. Et pour l'étendre et ne pas faire de la vie sociale le propre de l'homme, c'est la vie culturelle qui est le propre de l'homme, mais la vie sociale retrouvée absolument dans toutes les échelles du vivant. Et sur le dernier point, sur la théorie féministe de la reproduction sociale, c'est l'idée que la vie sociale, fondamentalement, aujourd'hui, elle est défendue par qui ? Tout à l'heure, je disais qu'il fallait en prendre soin, qu'il fallait l'entretenir, qu'il faut la conserver, etc. Mais qui prend soin de la vie sociale ? Les gros comptes bonhommes qui travaillent ? Non. Non. Les marxistes nous expliquaient que ce qui déterminait la vie humaine, c'était les structures de ce qu'ils appelaient l'infrastructure de l'économie. C'est-à-dire que fondamentalement, ce qui décide d'une forme de vie sociale, pour les marxistes, ce sont les rapports de production. Qui possède quoi ? Et
connaissez peut-être la formule de Marx, en dernière instance, c'est l'économie qui détermine la vie. C'est l'économie qui détermine la vie. Nous sommes des écoféministes. Nous pensons que derrière ou sous, en infrastructure, le travail des bonhommes, il y a des femmes qui s'activent et qui appartiennent à ce qu'on appelle la sphère de la reproduction sociale, dans laquelle il ne s'agit pas de faire des profits, mais il s'agit de faire de la vie commune. Et ça, fondamentalement, de ce point de vue-là, un décroissant qui me dirait « moi, je ne suis pas féministe, moi, je ne reconnais pas ce rôle substantiel, puisqu'on va parler d'économie morale, d'économie de la subsistance chez les femmes », pour moi, c'est quelqu'un... il ne me semble pas qu'il faille le mettre dans les rayons. Sur le... Alors là, est-ce que j'ai le temps? Pas trop, hein? C'est terrible, hein? L'idée, elle vient de Georges Bataille. Pour la résumer d'un terme, Georges Bataille est celui qui, dès les années 1930, ayant pris véritablement connaissance de l'entropie et de la loi de Clausius-Carnot, tout ça, s'aperçoit que... Donc, il lit l'entropie, mais il ne lit pas l'entropie comme 40 ans plus tard ou 45 ans plus tard le lira Georges Scorogan. Georges Scorogan, qui est celui qui, soi-disant, apporte la décroissance. Georges Scorogan, il dira finalement... Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que l'entropie? L'entropie, c'est la seconde loi de la thermodynamique. C'est une loi qui dit que, grosso modo, l'énergie ne peut pas ne pas perdre en qualité. Souvent, on entend des gens qui disent il y aura de moins en moins d'énergie. Non, il y en aura toujours autant, mais elle va, s'aplatir et, en quelque sorte, si je frotte ma main, je suis en train de me brûler, donc j'ai une partie là qui s'en va et qui devient de la chaleur. Bon, après de la chaleur, je peux en faire quelque chose, on pourrait récupérer la chaleur pour en faire quelque chose, mais enfin, si c'était le cas, on aurait des voitures, qui roulent infiniment. Il n'y a pas de mouvement perpétuel parce qu'il y a quelque chose il y a une dégradation de la qualité de l'énergie. Et Georges Bataille, lui, il dit, lui, ça s'aperçoit très très vite que si l'univers est anthropique, c'est-à-dire qu'un jour l'univers sera plat, si l'univers est anthropique, nous, en tout cas sur Terre, on n'est pas du tout anthropique. Nous, on est un sous-système Terre dans le système univers, et que ce sous-système, il reçoit une abondance d'énergie de l'extérieur, en l'occurrence du Soleil. Et que l'on reçoit même un surplus, mais infini, par rapport à ce que nous utilisons. Et lui, à ce moment-là, il dit, c'est l'intuition qu'il a, Georges Bataille, et il dit, cette énergie que nous recevons en profusion, parce que nous sommes un système fermé, thermodynamiquement fermé, qui est juste ouvert à l'extérieur, alors le problème, c'est qu'on reçoit tellement d'énergie de l'extérieur que cette énergie nous détruit. Donc il faut que nous détruisons l'énergie si on ne veut pas être détruit par elle. Et à ce moment-là, dans un livre qui s'appelle La part maudite, il dit qu'il n'y a que 3 façons de dissiper l'énergie. La croissance, la guerre ou la dépense. Aujourd'hui, tout le monde peut constater que c'est quand même au moment où la croissance mondiale ralentit que les guerres éclatent de partout. Et que c'est toujours dans des moments de... la Seconde Guerre mondiale, elle suit quand même la Grande Dépression. Enfin, il n'est quand même pas très dur de voir ça. Je pense que c'est là-dessus qu'il est influencé quand il dit la guerre et la croissance. Mais la dépense. Qu'est-ce qu'il entend par dépense? Il dit, en fait, que le problème de l'économie n'est pas du tout de gérer les manques, que le problème de l'économie n'est pas de gérer la rareté, qu'en réalité, il faut arrêter de dire que nous manquons. En réalité, dit-il, nous avons toujours plus que ce dont nous avons besoin. Nous produisons toujours plus que ce dont nous avons besoin. On va le retrouver ça des années plus tard chez un anthropologue qui s'appelle Marshall Salins, qui va écrire un livre, Âge de pierre, âge d'abondance, qui va montrer que les soi-disant sociétés primitives, en réalité, elles ne travaillaient pas, elles s'activaient, très peu d'heures par jour, à peu près 2-3 heures, pour faire quoi? Les activités que nous, aujourd'hui, nous appelons des loisirs. Vous allez à la chasse, vous allez à la pêche, et vous allez à la cueillette. Nous faisons des activités de loisirs, mais il se passait relativement peu de temps, et comme ils avaient relativement peu de besoins, alors ils n'étaient pas en manque. C'était des sociétés d'abondance. Et, disait-il, ces sociétés se sont construites socialement, précisément, en se posant la question de comment on gère l'abondance. Comment on gère l'abondance? Ou pour les autrement, la question économique n'est pas la question de la rareté. La question
économique est la question de qu'est-ce qu'on fait des surplus et comment on les distribue. Aujourd'hui, vous savez tous que les surplus sont privatisés par une extrême minorité. La décroissance, de ce point de vue-là, est un égalitarisme radical et défend l'idée que les surplus doivent être partagés. Il y a des surplus. Alors, on va les partager comment? En les gaspillant, en les dépensant. Alors, lequel? Marshall Salins? Alors, il fait tout un ensemble, comment dire. C'est un anthropologue, hein, donc il ne travaille pas sur le terrain, il se contente de compiler, et il montre, donc il y a même des calculs sur combien de temps il travaillait, etc. etc. Donc Marshall Salins. Bon, ce qui a été plutôt vérifié aujourd'hui, peut-être pas aussi, donc il fait partie de cette tradition des anthropologues anarchistes, qui existe encore aujourd'hui. Il n'empêche qu'il ne travaillait pas comme aujourd'hui, travaillait plus pour gagner plus, il ne travaillait pas comme nous aujourd'hui, donc 8 heures par jour, etc. Enfin, il travaillait effectivement très peu, et c'était des sociétés, mais même quand c'était des sociétés d'abondance, même quand on regarde la société moyenâgeuse, est-ce que vous avez idée du nombre de jours fériés qu'il y avait à l'époque médiévale? On en avait à peu près la moitié de l'année qui était en fait religieuse. Alors on dit, ah oui, mais il travaillait tous les jours. Oui, enfin bon, quand même, la moitié de l'année, il faisait des fêtes. Et pour ces fêtes, on faisait des cathédrales, on faisait des calvaires, on faisait des fêtes, on faisait des cérémonies. Et qu'est-ce qu'on faisait? Là, Georges Bataille a lu un livre de quelqu'un qui s'appelle Marcel Mauss, qui a publié un livre qui s'appelle L'essai sur le don. Qu'est-ce qu'on faisait? On détruisait les surplus. Le potelage, c'est ce dont parle Marcel Mauss. Bon, ça fait plein de références, mais bon, la décroissance doit intégrer tout cela, hein, sinon on va se contenter d'être marxiste. Hein. L'essai sur le don, c'est de s'apercevoir que les sociétés dites primitives sont des sociétés beaucoup plus sages que nous en matière de gestion des surplus et de répartition des surplus. C'est en réalité la collectivité qui profite. Et c'est au point que dans le potelage, par exemple, quand on a trop, on détruit tout. Et on repart. Moi, je me suis occupé beaucoup de monnaie locale, et donc de choses qui étaient assez proches dans l'Aisselle. À Nancy, il y avait le type qui dirigeait l'Aisselle. Alors, il a été viré. Hein. Mais lui, vous savez ce que c'était le SEL, hein? Le SEL, c'est le système d'échange locaux. Donc, c'est des sortes de comptabilité où, en gros, je te donne une heure où je vais te faire ton jardin, et pendant une heure, tu me donnes un cours d'informatique. Et donc, vous avez comme ça une comptabilité, et vous avez des débits et des crédits. Puis, finalement, à la fin de l'année, vous retrouvez créditeur et débiteur. Et donc, lui disait, c'est facile, donc à la fin de l'année, on fait le grand brûlage. On prend toutes les feuilles et on brûle tout. Bon, ils l'ont viré, hein, parce qu'ils ne voulaient pas ça. En fait, ils voulaient thésauriser. Hein. Donc, même dans quelque chose d'alternatif comme les selles, quand quelqu'un dit, bon, on remet tout à zéro, et on fait une grande fête, et tout le monde passe du temps, etc. Non, ils ne voulaient pas de ça. Ils voulaient quand même ça, non, mais moi, j'ai donné 10 heures de piano, et je n'ai pris en face que 2 heures d'informatique, donc on me doit encore 8 heures. Bon, super, bravo, on va faire société avec des gens comme vous. Voilà. Avançons. C'est bien beau tout ça. Ça, c'était juste le noyau. Donc, c'est énormément de choses à dire. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les rayons? Alors là, je me suis amusé. J'en ai trouvé plein. Tout à l'heure, on a commencé à les évoquer. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Oui. Pas génial. Donc, moi, j'ai commencé tout à l'heure sur l'État. Mais on peut aller en chercher plein. Sur la propriété. Est-ce que vous croyez que nous avons, tous les décroissants ont la même conception de la propriété? Nous, on a fait l'année dernière nos rencontres annuelles, les festives, sur la propriété. On a vu qu'il y en a qui défendaient avec des degrés très divers, la propriété individuelle, la propriété publique, la propriété commune. Il y avait beaucoup de variations. On en déduit quoi qu'il y a des variations? Qu'on n'est pas d'accord, qu'on n'est pas des décroissants? On en exclut un certain nombre? Non, ça nous apprend juste quoi? Que la question de la propriété n'appartient pas au noyau de la décroissance, mais appartient au rayon. Et vous pouvez le faire pour l'entreprise, vous pouvez le faire pour ce que moi j'appelle l'activité, plutôt de dire le travail, sur la ville, sur l'école, sur la question animale. Nous, on travaille avec une association, on ne fait plus, une association qui travaille sur la traction animale, qui s'appelle Hypothèse, H-I-2-P-O, Hypothèse. Quand on dit à d'autres qu'on discute avec des véganes, ils nous disent que travailler avec Hypothèse, c'est l'exploitation animale. Qu'est-ce qu'on en déduit? Que la question animale n'est pas au cœur. La question de l'exploitation animale n'est pas au cœur et dans le noyau de la décroissance. Puisque j'admets parfaitement que des décroissants puissent
dire bah non, nous on est low-tech, on est atelier paysan, on a une traction animale et on a des machines, etc. Puis d'autres disent ah non, manger des animaux, les faire travailler, c'est les exploiter, etc. Bon, ben, on a là des points même diamétralement opposés. Est-ce que pour autant on va en faire un point de divergence ? Absolument pas. Donc l'image du noyau des rayons, elle sert à ça. Mais même sur la notion de marché, sur la notion de monnaie, sur la notion d'institution, bon, vous voyez, là j'en ai tout un ensemble. On a énormément de sujets de discussion et c'est vraiment l'idée. Et là j'ai fait que la moitié de ce que j'ai prévu de faire. Donc, le deuxième, pour aller, là je vais aller beaucoup plus vite. Combien de temps pour être ridicule ? Bon, maintenant vous avez peut-être des questions à poser. En même temps, dans la deuxième, on peut la regarder à toute vitesse. Non, je voulais arriver à ça. Je vais aller très très vite pour arriver au dernier point. L'idée, c'est... certains d'entre nous, on vient vraiment des alternatives concrètes. C'est-à-dire qu'on a fait des jardins partagés, on a fait des cafés associatifs, on a fait des expérimentations, on vient de là. On vient de là. En même temps, on a participé depuis assez longtemps sur des tentatives de maisons communes. On trouve l'expression de maison commune dès 2007. Hein. Oui, il faut une maison commune, il faut faire de la politique autrement, etc. etc. Et en même temps, nous, on s'aperçoit bien qu'à la MCD, depuis qu'on l'a créé, ce qu'on appelle la saison 1, on a fait tout un travail qui nous semble radical, de concepts, de méthodes. Vous voyez, tout ce que j'arrive à définir sur quel est l'objectif, quel est le fondement, etc. Donc, on peut arriver à dire des choses qui peuvent véritablement éviter des pertes de temps et donc permettre véritablement de s'investir complètement dans des actions. Il n'empêche qu'on s'aperçoit que nous, ce qu'on a fait, c'est plutôt un travail radical, donc un travail de racine, même si auparavant, nous venions plutôt, je dirais, d'un travail de branche. Donc, c'est quand même l'idée que, mais il y a quoi entre les branches et, les racines ? Et c'est là où on fait l'hypothèse qu'entre les branches et les racines, il y a un tronc. Alors, bon, j'ai cité Descartes, mais on va en passer. Et que donc, entre les branches, en fait, dans les branches, vous mettez les 530 propositions de Timothée de tout à l'heure. C'est toutes ces expérimentations, toutes ces propositions qui existent. Maintenant, on a vu le diagnostic sévère. Elles ne sont pas sérieuses, elles ne sont pas forcément faisables, elles sont très marketing, etc. Donc aujourd'hui, on a d'un côté une sorte de décroissance mainstream. L'expression se trouve dans un livre qui est publié l'année dernière, qui est The Goffin Book, dans lequel la première phrase est de dire la décroissance a atteint sa maturité, elle est maintenant visible dans les médias mainstream. Bon, je ne sais pas dans quels médias ils regardent, parce que franchement, on ne doit pas lire les mêmes. Je ne sais pas ce qu'on appelle les médias mainstream. Donc je ne sais pas. Moi, je ne sais pas si vous voyez souvent parler de décroissance. Moi, je dois faire un blocage, mais je n'en vois pas. Mais enfin bon, dans ce livre-là, donc, bon, on raconte ça. Donc cette décroissance mainstream, c'est une décroissance, au fond, qui dit « tout est bon à prendre ». Mais on va se contenter de juxtaposer. Donc on va retrouver le diagnostic extrêmement sévère, soit de l'atelier paysan, d'un apolitisme assourdissant, soit le diagnostic de Timothée pour dire « oui, mais attends, c'est pas sérieux, c'est pas pertinent, etc. » Donc comment faire pour éviter ? D'où l'idée, effectivement, de se dire, entre la décroissance mainstream de toutes ces propositions qui existent et qui font que des tas de gens disent « Michel, tu parles trop, assez de blabla, maintenant il faut agir. » Ok, mais bon, vas-y, tu as autant de branches que tu veux, tu peux t'investir où tu veux. Maintenant, entre les branches de la décroissance mainstream et la radicalité conceptuelle de la décroissance radicale face au MCD, on se dit qu'on devrait peut-être faire un effort pour essayer de relier l'un à l'autre. D'où l'idée d'un tronc, et nous pensons que ce tronc est celui de la décroissance politique. Ce tronc de la décroissance politique, je vais assez vite parce que je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, ce tronc de la décroissance politique, au fond, il consiste à se poser la question, vous avez une stratégie pour changer le monde ? Vous avez une stratégie ? On nous l'a posé tout à l'heure, hein ? Explicitement. Vous avez une stratégie, c'est bien beau les concepts, mais vous avez une stratégie pour changer le monde ? Oui, on a une stratégie. Pour autant, on ne confond pas la stratégie et le scénario. C'est-à-dire, on n'a aucune idée si ça va arriver. Qu'est-ce que ça veut dire ? On ne confond pas la stratégie et le scénario. Ça veut dire que nous ne confondons pas entre prédire
provoquer et préparer. Historiquement, idéologiquement d'ailleurs, la critique anticapitaliste, marxiste, elle s'est fondée sur l'idée que la stratégie était un scénario et que l'on pouvait provoquer la révolution que l'on avait prédite. Les capitalistes finiront par nous vendre la corde pour les pendre, disait Lénine. Et vous avez chez Marx toute une vision qu'on appelle le matérialisme historique qui vous explique que le capitalisme ne pourra pas ne pas s'effondrer, qu'on ne pourra pas ne pas passer par une période transitoire et qu'on ne pourra pas ne pas arriver. Autrement dit, l'histoire est écrite d'avance. Mektoub. Ce qu'on appelle le fatalisme mahométan en philosophie. L'histoire est écrite d'avance. Nous devons tirer les leçons des impasses démocratiques de ce genre de critique du monde existant. Quand même, je veux bien qu'on critique le monde. Quand même. De là à redire, moi je connais l'avenir et je sais comment ça va se passer, il ne faut peut-être pas exagérer. C'est pourquoi je dis, arrêtons la mythologie du scénario. Nous ne sommes plus des prophètes. Arrêtons de dire, voilà comment sera l'avenir. Nous ne pouvons pas prédire l'avenir. Nous ne pouvons pas non plus le provoquer. On rencontre, nous en tout cas on rencontrait nous, à l'extrême gauche, des gens qui étaient persuadés que l'insurrection venait, que la révolution arrivait, que le grand soir c'était pour bientôt, qu'il y avait le frémissement. La rentrée va être chaude. Le Parti communiste faisait des affiches avec un nom d'espoir. Ok, mon gars, t'as voté non, t'as voté contre le TCE. 2 ans plus tard, Sarkozy le faisait passer, au Parlement européen, et en France, et puis après au Parlement européen, etc. Donc, est-ce qu'on peut se dire qu'on va provoquer les événements? Est-ce que nous allons être des magiciens du changement? Non. Et c'est pourquoi je dis, nous devons comprendre que nous devons cesser de croire que quand nous faisons une proposition politique, nous devons la tester à est-ce que nous allons pouvoir provoquer le changement? Est-ce que nous allons pouvoir le prédire? C'est imprédictible. Et nous ne pouvons pas dire je suis la cause déterminante de. Je ne suis pas un apprenti sorcier. Pour autant, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas provoquer et qu'on ne peut pas prédire qu'on ne peut pas se préparer. Et se préparer, précisément, c'est ce que je voulais dire, nous avons 3 exigences politiques, et je regarde Arthur parce que c'est lui qui, en tant que salarié chargé de plaidoyer à la maison commune de la décroissance, va devoir porter ça. Nous devons porter incontestablement un pôle de visibilité. On ne doit pas mépriser ça et dire on est très content d'être invisible. Si notre saison était invisible, on doit s'en lamenter. Mais pour autant, on ne doit pas se contenter de dire, quand on fait une proposition, la seule question que nous devons nous poser, c'est est-ce qu'elle est visible? Est-ce qu'elle est médiatiquement visible? Est-ce que ça fait de la com? Est-ce qu'elle est sexy? On doit se poser la question de la visibilité, mais on ne peut pas réduire la question politique à la question de la visibilité. On doit évidemment se poser la question de la faisabilité. Bien sûr, il doit y avoir un moment utopique, mais il est bon quand même que nous fassions des expérimentations pour voir ce que ça donne. Mais le point le plus important aussi, c'est que nous devons, faire un effort de crédibilité. Et cet effort de crédibilité, à la MCD, nous pensons le faire dans la saison 2 avec 3 énormes chantiers. L'idée, c'est que le marxisme a abandonné l'idée qu'il existait ce qu'ils appelaient un front principal des luttes, qui était la lutte des classes. Ils ont quand même de temps en temps un petit peu lu Gors, qui écrivait un livre dans les années 70 qui s'appelait 80, Adieu au prolétariat. Donc ils ont quand même compris, où ils ont écouté Warren Buffett, vous savez qu'il y a un des milliardaires, qui disait « mais la lutte des classes existe, c'est d'ailleurs nous, les riches, qui l'avons gagnée ». Donc effectivement, la lutte des classes existe et les riches l'ont gagnée. Pour autant, est-ce que nous pouvons croire que la lutte des classes est aujourd'hui le front principal à partir desquels toutes les autres luttes sont secondaires, ce qu'on appelle des fronts secondaires? C'est ce qui fait par exemple que le marxisme n'a pas été particulièrement une lutte féministe. Le marxisme n'a pas été particulièrement une lutte décoloniale. En matière de domination, le marxisme a été, n'a pas été du côté véritablement de l'émancipation. Elle a réduit à la question. Pour autant,
ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de front principal de lutte des classes. Est-ce que pour autant il n'y a pas de front principal des luttes? Parce qu'aujourd'hui, il existe des tas de luttes, précisément des coloniales, précisément féministes et écoféministes, sur le validisme, sur l'agisme. Il y a tout un ensemble, LGBT, etc. Il y a tout un ensemble sur le patriarcat, il y a tout un ensemble de luttes qui existent. Question, où toutes ces luttes ont-elles lieu? Elles ont lieu. Là, il faut jouer sur les mots. Elles ont lieu dans un lieu. Quel est ce lieu? La vie VY sociale. Nous nous disons que nous pouvons réunifier toutes ces luttes en disant, alors, réunifier, converger, s'apercevoir que toutes ces luttes, en fait, peuvent converger, c'est pour ça, et se coordonner vers ce qu'on appelle donc un front principal, un front central. Nous ne pouvons pas revenir au front principal des luttes au front principal comme front des luttes. Adieu au prolétariat. Je dis tout à l'heure, l'infrastructure n'est pas la sphère de la production économique, mais c'est la sphère de la reproduction sociale, essentiellement la sphère des femmes. Osez le dire quand même. Mais c'est une raison pour abandonner toute idée d'un front central des mouvements. Où a lieu la vie sociale? Est-ce qu'on peut se contenter de dire on va prendre cette lutte, plus cette lutte, plus cette lutte? Même la notion d'intersectionnalité, qui est une notion intéressante, qui consiste à se dire que quand on est dans une lutte féministe, on pourrait peut-être aussi bien de se poser des questions, sur la racialisation ou l'inviabilisation de la question racisée, dans ma lutte. Quand on est dans une lutte anticoloniale, on va peut-être s'apercevoir qu'il n'y a que les bonhommes qui parlent. Donc, mais même la question de l'intersectionnalité, en fait, elle va chercher le plus petit dénominateur commun de deux émancipations. Mais le plus petit dénominateur commun, ce n'est pas un front commun. C'est le plus petit dénominateur commun. Donc c'est le plus pauvre. Est-ce qu'on ne peut pas être beaucoup plus ambitieux et se dire, nous, c'est ce qu'on voudrait porter et dire qu'effectivement, être décroissant, c'est retrouver ce front principal, ce front central. Donc moi, j'appelle des résistances qui permettraient effectivement de dire que toutes ces luttes, nord-sud, etc. En fait, vous prenez toutes les luttes d'émancipation, peuvent être des luttes, pour retrouver et conserver ce qui fait véritablement que nos sociétés sont désirables, c'est la vie sociale. Deuxième point, c'est par rapport à Timothée qui a fait une cartographie systémique et s'est contenté de faire l'inventaire des 530, etc. Moi, je propose une cartographie systémique des lieux qui consiste en fait à demander à des projets, je ne sais pas si d'entre vous sont dans des projets, de dire, par exemple, là j'ai fait avec le code de la mesure qui était la monnaie dont je m'étais occupé, par exemple, quel est ton territoire? Quelle est ta temporalité? Quel est ton rapport aux institutions? Quel est ton rapport à la technique? Quel est ton degré de politisation? Quelle est ta taille? Quelle est l'attitude de transition? Donc nous, pour la mesure, on était sur le bassin de vie romanais. La temporalité, c'était de 7 à 10 ans. On arrêtait avant, mais on avait à 10 ans de passer d'une monnaie complémentaire à une monnaie alternative. Le rapport aux institutions, on a accepté le soutien financier de la CRES, mais comme un dû. C'est-à-dire quand un jour la région a dit on vous donne 70 000 € de subvention et que la conseillère régionale en pleine assemblée dit maintenant monsieur le Pesant vous devez remercier la CRES, je dis non, c'est vous qui allez nous remercier parce que pour une fois mon argent que je vous donnais par mes impôts qui me revient, un revenu c'est un dû, pour une fois mon argent est bien utilisé. I want my money back. Et là elle a dit ben oui effectivement c'est à nous de vous dire merci. Donc on peut avoir un soutien financier, c'est pas honteux, parce qu'encore une fois c'est l'argent de nos impôts. Le rapport à la technique, c'est une discussion très très forte chez les monnaies locales. Moi, je connais des gens qui défendent les monnaies locales avec uniquement des portables. Et quand vous passez à moins de 150 mètres de quelqu'un qui a la même monnaie que vous, ça match. Bon, après, les mêmes vont sur leur site dire qu'ils veulent refaire du lien. OK. Le rapport de degré de politisation. Nous, à la monnaie, il y avait 3 pilotes décroissants. Donc Pierre et Annie, pour les citer quand même. La taille, donc nous c'était sur Romande, donc 80 prestataires, 300 utilisateurs, attitude de transition. Après on peut prendre d'autres projets. Vous voyez par exemple, il y a des monnaies qui ne sont pas sur un bassin de vie. Il y a des monnaies qui, quand elles ont tenté, l'étaient sur par exemple le SCO, c'est sur tout le Pays Basque. Ce n'est pas simplement un bassin de vie, c'est tout le Pays Basque. Mais vous prenez des monnaies... le VIR, c'est sur toute la Suisse. Oui, la temporalité, il y en a, ça veut sur 30 ans. Enfin, on peut avoir comme cela. L'idée, c'est de pouvoir se représenter une sorte de carte d'identité des alternatives pour dire « dis-moi où tu es ». Et nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir quels sont ces axes. Parce que tout à l'heure, quand je parlais de la décroissance comme trajet, le trajet comme faisceau de trajectoire, chaque trajectoire, en réalité, il y a des trajectoires territoriales.
il y a des trajectoires temporelles, trajectoires institutionnelles, trajectoires techniques, trajectoires de politisation, trajectoires de taille, trajectoires de transition. En fait, personne n'est. On est dans un espace, alors là, il y a 7 dimensions. Hein, il faut être bon en mathématiques pour penser à un espace à 7 dimensions. Mais on peut penser à un espace à 7 dimensions. Pour ceux qui paniquent, qui vont faire des projections sur un plan, il n'y aura que 2 dimensions, mais ça marchera aussi. Voilà. Et on peut se le représenter aussi par des diagrammes, comme j'ai montré. En fait, c'est assez intéressant. Moi, je me suis aperçu, une fois j'ai assisté à une discussion sur 2 personnes qui parlaient de l'habitat. L'un défendait ce que serait l'habitation dans post-croissance et l'autre disait qu'il appartenait à une association qui discutait avec les communes pour leur permettre d'accepter des habitats légers et mobiles. Et les deux se bouffaient le nez pour dire c'est nous qui pensons bien l'habitat. Alors qu'en réalité, on s'aperçoit qu'ils n'étaient pas du tout ni l'un était dans un projet de rupture, l'autre était dans un projet de on fait avec l'existant aussi et maintenant les institutions. L'un était c'est ici et maintenant, l'autre c'est dans je ne sais pas combien de temps. Donc il est important, me semble-t-il, de répertorier, de repérer qui fait quoi, sur quelle échelle, à quel moment. Et le dernier point, c'est un projet porté par Arnaud, l'idée d'une fresque de la décroissance. Alors c'est assez à la mode, les fresques, et assez bizarrement, on n'a pas fait de fresque, nous. La décroissance ne fait pas de fresque, il n'y a pas de fresque de la décroissance. Donc l'idée de faire une fresque viendrait combler, là aussi, c'est quelque chose qui voudrait donner une vision d'ensemble, comme le fait la cartographie, comme le ferait le Front central, c'est pour visualiser la coordination, avec des idées, j'ai mis un peu, on la présentera pour la première fois à nos festives en juillet. Toi, non, une semaine avant à Tours, à l'université de Tours, à Montpellier. Après, une semaine après, à nos festives, et 15 jours plus tard, normalement, à Saint-Mexan, Décroissance, le festival. Donc, on va. Après, work in progress, hein, donc on va le construire lentement. Ce que je retiens, ce qu'on a discuté au départ, et ce qui n'était pas forcément ce que tu avais mis au départ, c'est que beaucoup de ces visions d'ensemble commencent en général par défendre la décroissance, en commençant par faire ce que moi j'appelle un dégât des lieux. Hein, c'est-à-dire qu'on fait un état des lieux de ce qui ne va pas. Et on commence, donc toi tu commençais par les polycrises. Et je pense qu'il est assez négatif de commencer par les polycrises. Et dire, voilà, il y a la crise écologique, il y a la crise démocratique, il y a la crise démographique, il y a la crise sociale, il y a la crise financière. Là, voilà, vous voyez, moi je pense qu'on ne fait pas venir. Et je pense qu'il vaut mieux venir par les valeurs. On a des valeurs. On a des valeurs de convivialité, de rencontres, tout un ensemble de valeurs, je pense qu'il vaut mieux. Et puis moi, ce que j'avais aimé, mais c'est toi qui l'as suggéré aussi, de mettre, comme question centrale, il faut bien voir que le monde de la croissance, avant d'être un monde écologiquement insoutenable, est un monde qui fait souffrir les gens. Et je pense que c'est une question qui est très très importante de poser la question qui souffre. Qui est-ce qui souffre ?